On t'a brisé le cœur, tu le sais. Une personne spéciale t'a marqué, t'a blessé d'une manière que tu croyais impossible. La douleur est réelle, elle est palpable, et dans ces moments, tout semble perdu. Mais ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que cette douleur, aussi accablante soit-elle, ne te définit pas. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de s'accrocher au ressentiment ou de revivre ce qui est déjà passé. Le vrai pouvoir réside dans ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. C'est le moment de transformer cette blessure en force, de te reconstruire de l'intérieur. Il ne s'agit pas de chercher la vengeance ou de rester coincé dans le passé. Il s'agit de prendre les rênes de ta vie, de guérir, de grandir et le plus important, de redevenir maître de toi-même. Le chemin vers la guérison commence par une décision. Ne pas permettre que ce qu'on t'a fait détermine qui tu es ou ce que tu seras. Maintenant, c'est à toi de faire le prochain pas vers une version de toi plus forte et plus sage. Il est temps d'arrêter de regarder en arrière. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi, et la seule façon d'avancer est de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Les stoïciens comprenaient que la seule chose que nous avons vraiment sous contrôle est notre réponse aux événements, pas les événements eux-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour nous accrocher à ce qui nous a fait du mal, ni pour rester coincés dans une histoire qui n'a plus sa place dans notre futur. Il est temps de mettre en pratique ce qui compte vraiment, le changement, la croissance et la transformation. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui compte. Nous allons commencer par les actions qui t'aideront à guérir et à te reconstruire de l'intérieur, pas à pas. Action 1. Apprendre à lâcher les ressentiments et les rancunes. Imagine que tu continues à porter un sac à dos plein de pierres, certaines petites, d'autres énormes, toutes accumulées par les ressentiments et les blessures du passé. Au début, tu ne remarques pas beaucoup le poids, mais au fur et à mesure que tu continues à marcher, le sac à dos devient de plus en plus lourd, de plus en plus inconfortable. À la fin, tu ne te souviens même plus pourquoi tu as commencé à le porter. La seule question qui reste est « Pourquoi continuer à le porter ?» Maintenant, je sais ce que tu penses. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, lâcher les ressentiments semble génial en théorie, mais comment ? Il est naturel de vouloir s'accrocher à ce qui t'a fait du mal. La douleur a besoin d'être validée, n'est-ce pas? Mais la vérité est que la seule chose que tu accomplis en t'accrochant à ce ressentiment est d'augmenter le poids que tu portes. Et non, cela ne te rend pas plus fort, juste plus épuisé. Chaque fois que tu revivifies ce qu'on t'a fait, c'est comme ajouter une pierre de plus à ton sac à dos. Veux-tu vraiment continuer à traîner ce poids? Les stoïciens, comme Marc Aurèle, comprenaient que la rancune ne te maintient qu'attaché à ce que tu ne peux pas changer. Au lieu de rester coincé dans un cycle de colère, ils nous rappelaient que la vraie liberté réside dans ce que nous décidons de lâcher. Le ressentiment ne te rend pas plus sage ni plus fort, juste plus lourd. Et tant que tu continues à porter ce sac à dos, tu te perdras sur le chemin de ta propre croissance. La liberté n'est pas dans la lutte contre ce qu'on t'a fait, mais dans l'arrêt de la lutte contre le passé et la concentration sur le présent. Le ressentiment est un fardeau émotionnel qui épuise, qui consomme ton énergie et t'empêche d'avancer. En le gardant, tu permets au passé de contrôler ton présent et ton avenir. C'est comme rester coincé dans un vieux film, un film que tu ne peux plus changer, mais que tu continues à rejouer encore et encore. Et pendant que ce film continue à tourner, tu perds l'opportunité d'écrire un nouveau scénario pour ta vie. Veux-tu vraiment être prisonnier de cette histoire? Lâche ce sac à dos. Lâche ce ressentiment. Non pas parce que ce qui s'est passé n'était pas important, mais parce que ce qui compte vraiment maintenant, c'est ta paix. Le ressentiment ne te rend pas plus sage ni plus fort, il te rend plus lourd. Tant que tu continues à porter cette douleur, tu empêches ce qui est à venir d'entrer dans ta vie. Le véritable pouvoir n'est pas de rester coincé dans ce que tu ne peux pas contrôler, mais de choisir de te libérer de ce qui ne te sert plus. Souviens-toi, la seule chose que tu contrôles maintenant, c'est comment tu décides d'avancer. Souviens-toi,
Le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, ni justifier le mal qu'on t'a fait. Cela signifie te libérer. C'est une décision que tu prends pour toi-même. Au lieu de continuer à permettre que les ressentiments te définissent, décide qu'ils ne seront plus qu'un chapitre de ton histoire, pas l'histoire complète. Lâche le sac à dos, libère-toi et ouvre la voie à une vie plus légère, plus libre et surtout plus épanouissante. Action 2. Développer une mentalité de croissance. Imagine-toi devant un mur géant. Au début, il semble impénétrable, comme s'il n'y avait aucun moyen de le surmonter. Il est tentant de rester là, à regarder le mur, à penser qu'il n'y a pas d'issue. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que ce mur n'est pas un obstacle, mais une opportunité de croître. Le défi n'est pas le mur en lui-même, mais la façon dont tu choisis de réagir à lui. Les stoïciens comprenaient que les difficultés ne sont pas quelque chose que nous devons éviter, mais quelque chose que nous devons accepter. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui compte. Chaque difficulté, chaque obstacle est une opportunité déguisée. C'est l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'élargir notre esprit, de forger une résilience que nous n'avions pas auparavant. La clé est de changer notre perspective et de voir le défi comme une opportunité d'amélioration et non comme une barrière insurmontable. Une mentalité de croissance n'est pas simplement un concept positif, c'est une façon de voir le monde. C'est comprendre que la douleur et les échecs ne sont pas des échecs, mais des leçons. Chaque fois que tu tombes, tu as la possibilité de te relever plus fort. Les personnes qui ont cette mentalité ne se limitent pas à ce qu'elles savent déjà, mais cherchent activement de nouvelles façons de s'améliorer. Au lieu de se rendre face à l'adversité, elles se concentrent sur la façon de la transformer en une plateforme pour leur évolution. Il est vrai que les choses ne se passeront pas toujours comme tu l'espérais. Parfois, le chemin sera difficile, mais chaque pas, même ceux qui semblent être des erreurs, sont des pas en avant. La mentalité de croissance te permet de comprendre que chaque tentative ratée est une leçon, pas une défaite. Au lieu de laisser les chutes te définir, tu les utilises pour construire une version plus forte de toi-même. Rappelle-toi que la croissance n'est pas seulement le résultat du succès, c'est le processus lui-même. Chaque défi que tu relèves est une opportunité d'élargir tes limites et de t'améliorer en quelque chose. Au lieu de craindre l'échec, tu l'embrasses parce que tu sais que chaque tentative te rapproche de qui tu peux vraiment devenir. En adoptant cette mentalité, tu te donnes le pouvoir d'avancer, de continuer à apprendre et de surmonter tout obstacle qui se présente sur ton chemin. Arrête de voir les difficultés comme des échecs. Commence à les voir comme les fondations de ta croissance. C'est le chemin vers une version plus forte de toi-même, une version qui refuse d'être arrêtée par les murs que la vie met devant toi. Avec chaque défi, tu deviens quelqu'un de plus grand, de plus sage et de plus capable. Rappelle-toi que la croissance est un voyage constant et chaque pas que tu fais te rapproche de la personne que tu peux devenir. Action 3. Créer une routine quotidienne d'auto-soin. Imagine que ta vie est comme un véhicule. Si tu n'en prends pas soin, si tu ne lui fais pas d'entretien, il commencera à défaillir, à se décomposer petit à petit. L'auto-soin est cet entretien qui te permet de continuer à fonctionner avec force, concentration et énergie. Si tu ne prends pas le temps de prendre soin de toi-même, tout le reste en souffrira. Et je ne parle pas seulement de ton corps. Je parle de ton esprit, de ton âme, de ton équilibre interne. Les stoïciens comprenaient l'auto-soin non pas comme un luxe, mais comme une nécessité pour vivre une vie pleine et équilibrée. Marc Aurèle, dans ses méditations, parlait de l'importance d'être bien avec soi-même pour pouvoir faire face aux défis de la vie. L'auto-soin n'est pas égoïste, il est essentiel. C'est comme l'air que nous respirons. Sans lui, nous ne pouvons pas être le meilleur de nous-mêmes, ni pour les autres. Ton corps est ton temple, et ton esprit est le moteur qui te propulse. Si tu ne les soignes pas, rien ne fonctionnera. Créer une routine quotidienne d'auto-soin est une façon de te rendre hommage, de mettre ton bien-être au premier plan et de comprendre que pour faire face aux adversités de la vie,
Tu dois d'abord être bien avec toi-même. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'exercice ou de dormir 8 heures, il s'agit d'établir des habitudes qui te nourrissent physiquement, émotionnellement et mentalement. Commence la journée avec un espace pour toi, même si ce n'est que quelques minutes. Prends le temps de méditer, de respirer profondément, d'écouter ce que ton corps et ton esprit te demandent. Il n'est pas nécessaire que ce soit un processus long ou compliqué, mais il doit être un moment pour te connecter avec toi-même, pour dégager ton esprit avant d'affronter le monde. Tout comme un guerrier aiguise son épée avant la bataille, tu dois aiguiser ton esprit et ton corps avant de sortir dans le monde. L'auto-soin signifie aussi apprendre à dire non. Non aux activités qui t'épuisent, non aux relations qui te drainent, non aux engagements qui te laissent sans énergie. Chaque fois que tu mets tes besoins en premier, tu renforces ta capacité à être plus efficace et en meilleure santé dans tous les aspects de ta vie. L'auto-soin n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte mental et émotionnel. Prends du temps pour l'introspection, pour réfléchir à tes émotions et pensées, sans jugement, juste en observant. Rappelle-toi, la vie ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments difficiles, des défis inattendus, mais si tu t'assures de prendre soin de toi-même chaque jour, tu seras plus capable de les affronter avec résilience et clarté. Créer une routine quotidienne d'auto-soin n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de sagesse. C'est comprendre que la meilleure ressource que tu as, c'est toi-même, et en prenant soin de toi, tu te prépares à affronter le monde avec force et équilibre. Action 4. Accepter tes imperfections et travailler dessus. Regarde, si tu penses que tu es parfait, tu as déjà un problème. Les imperfections font partie de toi, ce ne sont pas quelque chose dont tu dois te cacher. Ça ne sert à rien d'essayer de nier ce que tu es. La douleur de la rupture, les erreurs que tu as commises, les cicatrices qui restent, tout cela fait partie de ton histoire. Accepte que tu n'es pas parfait et que tu ne le seras jamais. Et c'est bien. Si tu ne fais pas face à tes défauts, si tu continues à te mentir à toi-même, tu vas rester coincé dans un cycle d'auto-tromperie et de regrets. Les stoïciens comme Marc Aurèle le savaient. Ils comprenaient que la vie n'était pas une question d'atteindre une perfection inatteignable, mais de reconnaître et d'améliorer nos imperfections. La véritable force ne réside pas dans la fuite de ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes, mais dans la confrontation courageuse. Accepter tes imperfections n'est pas une reddition, c'est être réaliste et comprendre que ton pouvoir réside dans ce que tu fais avec elles. La perfection ne te rendra pas plus fort, elle te rendra faible parce qu'elle te rend vulnérable à la frustration lorsque tu échoues inévitablement. Voici la vérité. Tu ne peux pas changer ce que tu as déjà fait, mais tu peux changer comment tu agis maintenant. Il n'y a pas de temps pour les regrets. Il n'y a pas de place pour la culpabilité. Chaque fois que tu restes coincé à regarder tes échecs, tu perds du temps, et le temps n'attend personne. Alors, arrête de te plaindre. Accepte tes imperfections, non pas comme des excuses, mais comme du carburant. Tu as échoué? Parfait. Cela te rendra plus fort si tu arrêtes de te victimiser. Ce qu'on t'a fait ne définit pas qui tu es, mais comment tu décides de te relever de tout cela, ça te définit. Il n'y a rien de mal à être humain. Le problème est de rester coincé dans la victimisation. Si tu n'acceptes pas tes défauts, si tu n'es pas capable de voir ce que tu peux améliorer, tu resteras la même personne qui est restée coincée dans le passé. Et tu sais quoi? Cette version de toi ne te mènera nulle part. Les stoïciens savaient que l'amélioration constante est le chemin vers la liberté. Si tu continues à croire que tout doit être parfait, tu ne t'amélioreras jamais. Alors accepte ce que tu es et travaille tous les jours pour devenir quelqu'un de meilleur. Les imperfections ne sont pas un obstacle, elles sont ton opportunité de devenir meilleur. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce que tu peux améliorer. Qui es-tu aujourd'hui? C'est la question la plus importante. Si tu ne fais rien avec tes échecs, tu ne progresseras jamais. Mais si tu les acceptes, les affrontes et travailles dessus, tu seras imbattable.
Action 5. Redéfinir qui tu es après la rupture. T'es-tu retrouvé à fixer le vide, te demandant qui tu es maintenant? Il est temps d'arrêter de te poser cette question. La rupture t'a laissé en miettes, mais cela ne te définit pas. Ne continue pas à traîner la même histoire de victime encore et encore. La seule personne qui a le pouvoir de redéfinir ta vie, c'est toi. Que vas-tu faire? Rester là à te lamenter. Crois-tu vraiment que cela va t'aider à avancer? Arrête de t'accrocher à l'idée de ce que tu étais avant la rupture. Cette personne n'existe plus. La douleur n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas le moment de chercher du réconfort dans ce qui a été. C'est le moment de décider qui tu vas être maintenant. Ce qu'on t'a fait ne peut plus définir ton existence. Pourquoi continuer à te laisser détruire par leur absence? Le changement commence quand tu décides que tu ne seras plus le même qu'avant. Ce passé ne te sert plus. Il est temps de te réinventer. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Ce ne sont pas les événements qui nous définissent, mais notre réponse à ces événements. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous disait que la vie ne concerne pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela. La rupture ne te définit pas, ta réaction à celle-ci le fera. Lève-toi une fois pour toutes et prends le contrôle de ta vie. Si tu restes attaché à ce que tu as perdu, tu restes prisonnier d'un passé que tu ne peux plus changer. Il est temps que tu commences à écrire un nouveau chapitre. Es-tu prêt à être plus fort, plus sage, plus indépendant? Si tu continues à t'identifier à la souffrance, à l'absence de cette personne, tu te refuses le pouvoir de grandir. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'être quelqu'un de différent, d'être quelqu'un de meilleur. La rupture t'a appris quelque chose, mais elle t'a donné une leçon que tu ne peux pas ignorer. Vas-tu l'ignorer? Ne reste pas coincé dans ce qui a été. Tu es plus que ça. Tu construis une nouvelle version de toi, une version qui sait ce qu'elle vaut, qui ne se laisse pas définir par les circonstances. Plus d'excuses, plus de lamentations. Tu n'es pas la personne qu'ils ont laissé être. Tu es la personne que tu décides d'être maintenant. C'est à ton tour de prendre les rênes. Redéfinis ta vie, définis ton futur. Ne continue pas à chercher qui tu étais, trouve qui tu peux devenir. Les cicatrices du passé ne sont que les fondations d'un futur beaucoup plus fort. Ne laisse pas la rupture te voler plus de temps. Redéfinis-toi maintenant, parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Action 6. Accepter l'incertitude et apprendre à y évoluer avec elle. Essaies-tu de tout contrôler? Laisse-moi te dire quelque chose. La vie ne suit pas tes règles. L'incertitude fait partie du jeu, et si tu ne t'acceptes pas dans ce chaos, tu resteras coincé, luttant contre quelque chose que tu ne peux pas contrôler. La rupture t'a secoué, je le sais, mais penser que les choses doivent parfaitement s'adapter à ta vie te maintient seulement prisonnier d'attentes irréalistes. L'incertitude est inévitable, pourquoi continuer à lutter contre elle? Les stoïciens savaient que nous ne pouvons pas contrôler l'avenir. Épictète le disait clairement. Ce qui perturbe les hommes ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. La vie est pleine d'incertitudes, de chemins non tracés, et la seule chose que nous pouvons contrôler est la manière dont nous choisissons de les naviguer. Rester coincé, avoir peur de l'avenir ou essayer de forger un chemin sans obstacle, non seulement c'est inutile, c'est une perte d'énergie. La clé n'est pas d'éliminer l'incertitude, elle est d'apprendre à évoluer avec elle. Arrête de résister à ce que tu ne peux pas prédire. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu n'as pas besoin que tout soit clair. Que se passerait-il si, au lieu de lutter contre le courant, tu te laissais porter par lui? L'incertitude n'est pas ton ennemi, c'est ton opportunité d'apprendre à t'adapter, à grandir et à changer en fonction des circonstances. Accepter que tu ne sais pas ce qui vient te donne une force incroyable. Parce que tu ne restes pas coincé dans la peur. Au contraire, tu deviens quelqu'un qui sait que la vie n'est pas faite pour être contrôlée, mais pour être vécue avec flexibilité et ouverture. Tu ne sais pas ce qui se passera demain? Parfait. Et alors? C'est ce qui rend la vie excitante. Arrête d'attendre des certitudes, de chercher la sécurité là où elle n'existe pas. Au lieu de cela, commence à accepter ce qui vient sans te laisser détruire.
Te sens-tu perdu? C'est normal. Ce sentiment d'incertitude est le terrain fertile où tu grandis, où tu développes une capacité d'adaptation que tu n'avais pas auparavant. La vie te changera encore et encore. Et si tu résistes, tu souffriras seulement. Mais si tu apprends à évoluer, tu apprendras à bouger avec elle, à trouver ta paix même au milieu du chaos. Arrête de lutter. L'incertitude n'est pas l'ennemi, c'est ce qui te rend plus fort, plus agile, plus résilient. À la fin de la journée, le véritable contrôle est le contrôle sur toi-même, sur la façon dont tu décides de faire face à ce que tu ne sais pas. Apprends à évoluer et tu verras que la vie cesse de te faire peur. Affronte l'incertitude avec courage, car c'est la seule façon d'en sortir plus grand. Action 7. Investir du temps pour apprendre une nouvelle compétence chaque mois. Attends-tu que les opportunités tombent du ciel? Spoiler, elles ne le feront pas. Le monde ne va pas s'arrêter pour t'attendre. Et si tu continues à attendre le moment parfait, la seule chose que tu réussiras à faire, c'est de rester en arrière. Il est temps d'arrêter de te plaindre de ce que tu n'as pas et de commencer à construire ce qui te manque. Comment? En investissant en toi-même. Et je ne parle pas de travailler un peu plus ou de faire le minimum. Je parle d'être imparable, d'acquérir des compétences qui te rendent indépendant de tout et de tous pour avancer. Les stoïciens le savaient. Le temps est la seule chose que nous possédons vraiment et tu dois l'utiliser à ton avantage. Marc Aurèle, par exemple, comprenait que la meilleure façon d'utiliser le temps est de l'utiliser pour grandir, pour apprendre. Alors, que fais-tu avec le tien? Si tu n'investis pas pour t'améliorer, tu perds. Et non, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Peu importe à quel point tu es occupé. Si tu n'as pas le temps d'apprendre quelque chose de nouveau chaque mois, tu choisis de vivre dans la médiocrité. La vie n'attend pas que tu sois prêt et la compétence dont tu as besoin pour avancer n'arrivera pas par magie. Investir en toi-même ne te rend pas seulement plus précieux, il te prépare à tout ce qui peut t'arriver. Alors, choisis une compétence chaque mois, peu importe laquelle. Elle n'a pas besoin d'être grande, mais qu'elle soit quelque chose qui te mette au défi, qui te sort de ta zone de confort. Suis ce cours, apprends une langue, améliore ta technique dans quelque chose qui t'intéresse déjà. Mais ne reste pas stagnant, car la stagnation est la pire chose que tu puisses te faire. Chaque compétence que tu acquiers ne te rend pas seulement plus compétent, elle te rend plus fort mentalement. Elle te montre que tu es capable d'apprendre, de t'adapter, de t'améliorer. Il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. Si tu n'as pas le temps, fais-le. Si tu n'as pas d'argent, fais-le. Il y a des ressources partout et la seule chose qui t'arrête est ta propre paresse. La mentalité stoïcienne n'est pas pour les faibles. Elle est pour ceux qui choisissent de faire face à la vie avec un but, pour ceux qui n'attendent pas que les opportunités viennent à eux, mais qui les créent. Et toi, avec chaque nouvelle compétence que tu acquiers, tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin que le monde te donne quoi que ce soit. Tu te frayes ton propre chemin. Oses-tu être imparable? Alors commence dès aujourd'hui. 1 mois, une compétence. Arrête d'attendre, commence à agir. Le temps n'attendra pas pour toi, mais si tu l'investis correctement, tu seras prêt pour ce qui vient. Il n'y a plus d'excuses, seulement de l'action. Action 8. Prioriser l'auto-soin physique et mental sans ressentir de culpabilité. Penses-tu que mettre ton bien-être en premier est égoïste? Si tu le penses, tu te trompes. Arrêter de prendre soin de toi parce que tu penses que tu ne mérites pas de temps pour toi est l'une des plus grandes erreurs que tu peux commettre. Sais-tu pourquoi? Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des autres. Alors oui, ta santé physique et mentale doit être ta priorité et tu n'as pas à t'excuser pour cela. Culpabilité? Il n'y a pas de telle chose quand tu prends le temps de te renforcer et de te rétablir. Les stoïciens l'ont bien compris. Marc Aurèle disait que le bien-être physique et mental n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour vivre pleinement et efficacement. Si tu t'épuises constamment, si ton esprit est épuisé et ton corps ne répond pas, tu ne pourras pas faire face à ce que la vie te lance. Et non, nous ne parlons pas seulement de faire de l'exercice ou de dormir 8 heures.
L'auto-soin signifie honorer ton corps et ton esprit, reconnaître tes limites et agir en conséquence. Arrête de jongler avec 1000 choses sans tenir compte de ta santé. Si tu n'as pas d'énergie, si ton esprit est embrouillé par le stress, comment espères-tu prendre des décisions claires? Comment peux-tu être la meilleure version de toi-même si tu es complètement épuisé? La vie ne va pas t'attendre, mais si tu te négliges, elle va te renverser. Il est temps de faire quelque chose de radical, te mettre en premier, sans excuse. Si tu as besoin de te reposer, repose-toi. Si tu as besoin de déconnecter, fais-le. Pourquoi? Parce que sans toi, sans ton bien-être, rien d'autre n'a d'importance. Tu n'as pas à être occupé tout le temps pour être précieux. Si tu continues à te sacrifier constamment sans recharger ton énergie, la seule chose que tu vas atteindre est un point de rupture. L'auto-soin n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et si tu te sens coupable de prendre du temps pour toi, il est temps de laisser cette mentalité derrière. Tu mérites d'être fort, d'être en bonne santé, d'être mentalement clair. Tu n'as pas besoin d'une raison pour prendre soin de toi, tu en as simplement besoin pour vivre ta vie efficacement. La société te dit que tu dois toujours être en mouvement, que tu dois être en train de faire quelque chose. Mais si tout ce que tu fais est de donner, donner et donner sans t'arrêter pour prendre soin de ce que tu es, tu te vides. L'auto-soin n'est pas seulement un acte d'amour de soi, c'est une stratégie de survie. C'est ce qui te permet de donner le meilleur de toi-même. Ne t'excuse pas d'avoir besoin de temps pour toi. Si tu ne prends pas soin de toi, tu vas atteindre un point où tu ne pourras même pas donner ce dont le monde a besoin de toi. Priorise ton bien-être. Pas seulement pour toi, mais pour tout ce que tu peux accomplir quand tu es à 100%. La culpabilité n'a pas sa place dans ce processus. Si tu veux être imparable, si tu veux vraiment grandir, l'auto-soin est la première étape. Si tu ne prends pas soin de toi, tout le reste s'effondre. Alors, laisse la culpabilité derrière toi et mets ta santé, tant physique que mentale, à la place qu'elle mérite. Action 9. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et lâche ce que tu ne peux pas. Es-tu fatigué de gaspiller ton énergie à t'inquiéter pour des choses que tu ne peux pas changer? Pourquoi continues-tu d'essayer de contrôler ce qui est hors de ta portée? Regarde, la vie te donne 1 million de raisons de perdre le contrôle, mais la vérité est qu'il n'y a qu'une seule chose que tu peux vraiment contrôler, toi-même, ton esprit, tes décisions, tes actions. Tout le reste est une bataille perdue. Alors, arrête. Arrête de gaspiller des forces sur ce que tu ne peux pas changer et commence à mettre de l'énergie dans ce qui compte vraiment, ce que tu as à ta portée. Les stoïciens savaient quelque chose que tu n'as pas encore complètement compris. La seule chose que nous avons vraiment sous contrôle est notre réponse aux événements, pas les événements eux-mêmes. Épictète nous l'a bien dit. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Alors, pourquoi continues-tu à donner du pouvoir à tout ce que tu ne peux pas changer? Qu'attends-tu? La vie n'est pas juste, elle n'est pas prévisible, elle n'est pas parfaite, et tu ne peux rien y faire. Mais tu peux décider comment tu réagis, tu peux choisir comment dépenser ton énergie, et c'est cela qui te donne le véritable contrôle. Arrête de t'épuiser avec ce qui est hors de ta portée. Tu ne peux pas contrôler les autres personnes, tu ne peux pas contrôler le futur, tu ne peux pas contrôler tout ce que la vie te lance. Mais sais-tu ce que tu peux contrôler? Tes pensées, tes réponses, ton attitude. Arrête d'attendre que les choses s'alignent, que tout se passe comme tu le veux. C'est une fantaisie. La réalité est que ce qui compte, c'est comment tu gères ce qui se présente à toi. Ne gaspille pas ton temps à désirer ce que tu n'as pas. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Et ce que tu ne peux pas contrôler, laisse-le simplement partir. En te concentrant uniquement sur ce qui est sous ton contrôle, tu te libères d'un fardeau inutile. Le contrôle est pouvoir, et lorsque tu arrêtes d'essayer de gérer tout autour de toi, tu cesses d'être une victime des circonstances. Si tu ne peux pas changer quelque chose, ne continue pas à y penser. Au lieu de te lamenter sur ce que tu ne peux pas faire, investis ton énergie dans ce que tu peux.
tes décisions, ton attitude, ton effort. Au lieu de dépenser toute ton énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine, mets-la dans ce qui te mènera vraiment plus loin. Arrête de lutter contre le vent. Pourquoi t'arrêtes-tu sur ce que tu ne peux pas contrôler? Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. La seule chose que tu fais est de continuer à alimenter l'épuisement. Prends le contrôle de ce que tu peux, ton esprit, tes actions, ta vie. C'est la seule chose qui compte. Le reste n'est que du bruit. Action 10. Remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Continues-tu à nourrir ces pensées négatives qui te maintiennent coincé dans le passé? Penses-tu toujours que tu n'es pas assez bon? Que tu ne peux pas t'en sortir? Il est temps d'y mettre fin. Les pensées négatives ne sont rien de plus qu'un mensonge que tu te racontes à toi-même. Et le pire, c'est que tu continues à y croire. Tu ne peux pas changer ce qui s'est déjà passé, mais tu peux changer ta façon de penser, et c'est ce qui compte vraiment. Ne reste pas prisonnier de tes propres pensées. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est notre plus grand ennemi, mais aussi notre plus grand allié. Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus puissants de l'histoire, nous a enseigné que nos pensées sont notre réalité. Ce que tu penses de toi-même, des autres et du monde façonne qui tu es et comment tu vis. Donc, si tu continues à penser que tu n'es pas capable, cela sera la réalité dans laquelle tu vivras. Mais si tu commences à changer ces pensées, tu commenceras à voir le monde différemment. Remplacer les pensées négatives par des affirmations positives ne signifie pas vivre dans un monde de fantaisie. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de prendre le contrôle de ton esprit. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction face à cela. Et ton esprit, tes pensées, sont la première chose que tu dois contrôler. Chaque fois que tu te surprends à penser négativement, arrête-toi. Respire et remplace cette pensée par quelque chose de positif, quelque chose qui te pousse en avant. Imagine ce qui se passerait si, au lieu de te dire « je ne peux pas », tu disais « je suis capable de surmonter cela ». Au lieu de penser « cela ne va pas marcher », dis « j'ai tout ce qu'il faut pour faire en sorte que cela fonctionne ». Les affirmations positives ne sont pas seulement des mots vides, elles sont un rappel constant de ta capacité à changer, de ton pouvoir à créer une vie meilleure. Chaque fois que tu répètes une affirmation positive, tu programmes ton esprit pour le succès. Il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit d'action. Tu dois commencer à croire ce que tu dis. Les affirmations positives sont le premier pas pour prendre le contrôle de ton esprit et de ta vie. Elles sont la base sur laquelle tu construiras ton futur. Chaque pensée positive que tu remplaces par une négative est une victoire. Chaque affirmation positive te rapproche d'un pas de la personne que tu veux être. La négativité est un fardeau lourd. Qu'as-tu à gagner à le porter? Rien. Au lieu de rester coincé dans une mentalité de manque, remplace-la par des pensées d'abondance. Au lieu de penser que tout est contre toi, souviens-toi que tout est en ta faveur si tu décides de le voir ainsi. Le pouvoir des affirmations positives est le pouvoir de changer ta vie. Ta vie est déterminée par ce que tu penses. Si tu te dis à toi-même que quelque chose est impossible, tu ne l'essaieras jamais. Si tu crois que tu ne peux pas t'améliorer, tu resteras bloqué. Si tu acceptes la médiocrité comme un destin, tu ne connaîtras jamais ton véritable potentiel. Mais que se passerait-il si tu reprogrammais ton esprit pour défier tout ce que tu croyais impossible? Les stoïciens savaient que l'esprit est le plus grand champ de bataille. Il ne s'agit pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de comment tu interprètes et réponds à chaque défi. Une personne avec la bonne mentalité peut transformer les échecs en leçons, l'adversité en croissance et la discipline en une force irrésistible. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent ne réside pas dans leurs compétences, mais dans leur capacité à entraîner leur esprit. Aujourd'hui est le jour où tu cesses d'être une victime de tes pensées et prends le contrôle. Nous allons détruire les croyances qui te limitent, éliminer les distractions qui volent ton attention et développer une mentalité qui te rendra résistant à tout obstacle. Il ne s'agit pas de motivation passagère, mais d'un changement réel et permanent dans la façon dont tu vois le monde et toi-même.
Si tu as déjà senti que quelque chose en toi est destiné à plus, c'est le moment de te réveiller. La transformation n'est pas un concept, c'est une décision. Es-tu prêt à réécrire ton histoire? Numéro 1. Brise les chaînes mentales qui te limitent. La plus grande prison dans laquelle tu peux vivre n'a ni barreaux ni murs physiques. C'est une prison construite par tes propres pensées, par des croyances limitantes qui te font douter de tes capacités, par des peurs héritées que tu n'as jamais remises en question et par la voix intérieure qui insiste pour te dire que tu n'es pas assez bon. Mais voici la vérité. L'esprit est malléable. Et les chaînes qui te lient aujourd'hui ne sont que des illusions que tu peux briser si tu décides de le faire. Tout commence par la conscience. T'es-tu déjà arrêté pour observer comment tu te parles à toi-même? Comment te décris-tu? Comment interprètes-tu ce qui se passe autour de toi? La plupart des gens fonctionnent avec une narration interne automatique, programmée depuis l'enfance par des expériences passées, des commentaires d'autrui et une culture qui enseigne à se conformer. Si ton esprit a été entraîné à voir les problèmes comme des murs infranchissables plutôt que comme des défis à relever, tu seras condamné à vivre dans tes propres limites. Mais si tu décides de reprogrammer ta pensée, si tu choisis de voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance, alors les chaînes commencent à s'affaiblir. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous limitent, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète disait que nous ne souffrons pas des choses en elles-mêmes, mais de l'opinion que nous avons d'elles. Si tu crois que tu n'es pas assez intelligent, capable ou fort, tu agiras en conséquence. Mais si tu remets en question ces croyances, si tu commences à les voir comme des distorsions plutôt que comme des vérités absolues, alors tu peux commencer à changer ta réalité. Comment briser une chaîne mentale? D'abord, identifie la croyance qui te retient. Demande-toi, d'où vient cette idée? Est-elle vraiment mienne ou l'ai-je absorbée de quelqu'un d'autre? Ensuite, défie-la avec des faits. Si tu crois que tu n'es pas bon dans quelque chose, cherche des preuves qui contredisent cette idée. Les neurosciences ont démontré que l'esprit est plastique, ce qui signifie que tu peux changer les schémas de pensée avec de l'entraînement et de la répétition. Chaque fois que tu te surprends à tomber dans une pensée limitante, arrête-toi et remplace-la par une affirmation plus puissante. Mais il ne suffit pas de changer ta façon de penser, tu dois aussi agir en conséquence. L'action renforce la nouvelle mentalité. Si tu as toujours pensé que tu n'étais pas bon dans quelque chose, commence à le pratiquer tous les jours. Les preuves accumulées de tes propres progrès seront la preuve la plus puissante que les chaînes mentales n'étaient que des illusions. Le problème est que la plupart des gens veulent un changement sans effort, mais la transformation mentale nécessite un travail constant. Il ne suffit pas de lire des phrases motivantes ou d'espérer qu'un jour tu te réveilles simplement en te sentant plus fort. Tu dois activement défier chaque croyance limitante, jour après jour, jusqu'à ce que la nouvelle façon de penser devienne ta norme. Si tu continues à répéter les mêmes pensées, tu continueras à obtenir les mêmes résultats. Si tu t'accroches à tes limites, tu resteras coincé en elles. Mais si aujourd'hui tu décides de remettre en question tes croyances, de défier ta narration et de prendre des mesures, tu briseras les chaînes mentales qui t'ont limité pendant des années. La vraie liberté ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Numéro 2. Fais travailler ton esprit pour toi, pas contre toi. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il peut te pousser à réaliser l'impossible ou te condamner à une vie de médiocrité et de frustration. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas conscients de la façon dont leur propre esprit les sabote. Ils sont pris au piège, dans des schémas de pensée négatifs, des doutes constants et un dialogue interne destructeur. Mais voici la clé. L'esprit n'est pas quelque chose de fixe, mais un muscle qui peut être entraîné. Si tu apprends à le contrôler, il cessera d'être un obstacle et deviendra l'outil le plus puissant en ta faveur. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais bien la façon dont nous y réagissons. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur te perturbe, le problème n'est pas dans la chose en elle-même,
mais dans l'interprétation que tu en fais. Cela signifie que le plus grand ennemi que tu affrontes n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Chaque pensée négative, chaque excuse, chaque autocritique excessive sont des obstacles que tu crées toi-même. Mais la bonne nouvelle est que, si tu les as créés, tu peux aussi les défaire. Pense à ton esprit comme à un jardin. Si tu le laisses négliger, des mauvaises herbes pousseront. Pensées toxiques, peurs irrationnelles, croyances limitantes. Mais si tu décides de le cultiver avec discipline, de nourrir des pensées de croissance et de défier tes propres doutes, alors il deviendra un terrain fertile pour la force mentale et le succès. Les neurosciences ont démontré que chaque pensée renforce les connexions neuronales. Si tu penses constamment à des problèmes, des soucis ou des insécurités, tu renforces ces voies mentales. Mais si tu entraînes ton cerveau à se concentrer sur des solutions, la croissance et les possibilités, ce sont ces connexions qui deviendront plus fortes. Comment faire travailler ton esprit pour toi? D'abord, prends conscience de ton dialogue interne. Comment te parles-tu à toi-même? Te traites-tu avec respect ou avec dureté? L'esprit croit ce que tu lui répètes constamment, donc si tu te dis constamment que tu n'es pas suffisant, tu en feras ta réalité. Change-le. Remplace chaque pensée autodestructrice par une pensée qui te renforce. Au lieu de dire « je ne suis pas bon à ça », dis « je m'améliorerai avec de la pratique ». Au lieu de « tout va mal pour moi », dis « j'apprends de chaque erreur ». Deuxièmement, arrête de nourrir des pensées inutiles. Combien de fois as-tu gaspillé de l'énergie à t'inquiéter pour des choses hors de ton contrôle? L'esprit a une capacité limitée de concentration. Si tu la gaspilles en inquiétudes inutiles, il ne te restera rien pour ce qui compte vraiment. Adopte la mentalité stoïque. Accepte ce que tu ne peux pas changer et consacre ton énergie à ce que tu peux contrôler. Troisièmement, utilise la visualisation comme outil. Les grands athlètes, entrepreneurs et artistes ont utilisé la visualisation pour entraîner leur esprit avant d'atteindre leurs objectifs. Si tu imagines constamment un avenir où tu échoues, ton cerveau le prendra comme une prédiction et agira en conséquence. Mais si tu visualises le succès avec clarté et émotion, ton esprit travaillera pour le rendre réel. Ne laisse pas ton propre esprit être ton ennemi. Si tu ne l'entraînes pas, il te contrôlera. Mais si tu le disciplines, il deviendra l'arme la plus puissante que tu aies jamais eue. Numéro 3. Éliminez les distractions et concentrez-vous sur ce qui compte. Le monde moderne est un champ de bataille pour votre attention. Chaque notification, chaque message et chaque écran rivalise pour vous voler des minutes, des heures, des jours de votre vie. Sans vous en rendre compte, vous tombez dans un cycle de distraction qui fragmente votre concentration, disperse votre énergie et vous éloigne de ce qui compte vraiment. Et voici la vérité. Celui qui contrôle son attention contrôle son destin. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas conscients du coût réel de la distraction. Il ne s'agit pas seulement du temps perdu, mais de la qualité de la pensée que vous sacrifiez. Chaque interruption, chaque changement soudain de tâche affecte votre capacité à entrer dans des états de concentration profonds. Les neurosciences le confirment. Chaque fois que vous permettez une distraction, votre cerveau a besoin de plusieurs minutes pour retrouver le niveau de concentration qu'il avait auparavant. Si cela se produit encore et encore tout au long de la journée, vous finissez par vous sentir épuisé, improductif et frustré, sans même avoir fait quoi que ce soit de significatif. Les stoïciens comprenaient l'importance de l'attention. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que la clé de la vie est de diriger l'esprit avec un but et de ne pas se laisser entraîner par des futilités. Aujourd'hui, plus que jamais, cet enseignement est essentiel. Mais comment reprendre le contrôle de votre attention dans un monde conçu pour la disperser? Premièrement, identifiez vos principales distractions. Elles ne sont pas toutes égales. Certaines sont évidentes, comme les réseaux sociaux ou la télévision, mais d'autres sont plus subtiles, des soucis inutiles, des conversations sans but, des habitudes mentales qui consomment votre énergie sans rien apporter en retour. Tenez un registre pendant une journée et demandez-vous:
quelles activités ajoutent réellement de la valeur à ma vie et lesquelles ne sont que des échappatoires. Deuxièmement, établissez des barrières intentionnelles. L'autodiscipline ne consiste pas seulement en la force de volonté, mais aussi à concevoir un environnement qui favorise la concentration. Mettez vos notifications en silence, établissez des horaires sans interruption et utilisez des outils comme la méthode Pomodoro pour travailler en bloc de temps sans distraction. La clé est de ne pas dépendre uniquement de la motivation, mais de stratégies concrètes qui protègent votre attention. Troisièmement, entraînez votre esprit à la concentration profonde. Nous sommes tellement habitués au bombardement constant d'informations que beaucoup ont perdu la capacité de faire une seule chose sans ressentir le besoin de vérifier leur téléphone ou de chercher une distraction. La solution est simple, mais nécessite de la pratique. Commencez par de courtes périodes de concentration absolue. Consacrez 20 minutes à une seule tâche, puis augmentez progressivement le temps. Avec le temps, vous retrouverez la capacité de vous immerger dans le travail sans vous sentir agité. Enfin, souvenez-vous de pourquoi cela compte. Chaque moment que vous passez distrait est un temps qui ne reviendra pas. Chaque minute investie dans quelque chose sans valeur est une minute que vous auriez pu consacrer à votre croissance, à votre but, à devenir la personne que vous voulez être. Si vous ne décidez pas sur quoi vous concentrer, le monde le décidera pour vous, et presque toujours, il choisira ce qui lui convient, pas à vous. Numéro 4. Comment les réseaux sociaux affectent votre esprit? Les réseaux sociaux ont changé la façon dont nous interagissons, mais ils ont également transformé la manière dont nous pensons. À première vue, ils semblent inoffensifs, un moyen de divertissement, de connexion, d'accès à l'information. Mais derrière chaque défilement infini, chaque notification et chaque interaction, il y a un design intentionnel pour modeler votre comportement sans que vous vous en rendiez compte. L'impact le plus évident est sur votre attention. Des études ont montré que l'utilisation constante des réseaux sociaux réduit la capacité de concentration et fragmente la pensée. Chaque fois que vous passez d'une publication à une autre, votre cerveau s'habitue à traiter des informations rapides et superficielles, affaiblissant la capacité de se concentrer sur des tâches complexes. Vous devenez impatient, incapable de tolérer l'effort mental soutenu. Le pire, c'est que cet effet ne disparaît pas lorsque vous fermez l'application. Votre esprit continue de chercher ce même niveau de stimulation dans d'autres domaines de votre vie, rendant difficile la lecture approfondie, l'apprentissage ou même la simple contemplation sans distraction. Mais le problème n'est pas seulement l'attention, mais aussi la façon dont vous percevez la réalité. Les réseaux sociaux sont conçus pour montrer ce qui vous impacte le plus, pas nécessairement ce qui est vrai. Des algorithmes sélectionnent ce que vous voyez en se basant sur ce qui génère le plus de réactions. Le résultat, une distorsion de la réalité où tout semble plus extrême qu'il ne l'est vraiment. Si vous vous entourez de contenu négatif, vous commencerez à voir le monde avec plus de peur et de méfiance. Si vous consommez des images de vie parfaites, vous comparerez inévitablement votre vie à une version filtrée et éditée de celle des autres, générant insatisfaction et faible estime de soi. Un autre aspect critique est l'impact sur la dopamine, le neurotransmetteur associé à la récompense et à la motivation. Chaque notification, chaque commentaire, chaque nouveau follower active de petits pics de dopamine, entraînant votre cerveau à chercher une validation externe plutôt qu'une satisfaction interne. Avec le temps, vous dépendez de ces stimuli pour vous sentir bien, ce qui peut conduire à l'anxiété, à une faible estime de soi et même à la dépression lorsque vous ne recevez pas la réponse que vous attendez. Et puis, il y a l'effet sur les relations humaines. Les réseaux promettent une connexion, mais ils génèrent souvent le contraire. Ils remplacent les interactions réelles par des interactions superficielles, réduisant la profondeur des conversations et la qualité des liens. De plus, ils créent l'illusion que rester en contact avec quelqu'un est la même chose que de construire une relation significative, alors qu'en réalité, ce sont des choses très différentes. Cela signifie-t-il que vous devez éliminer complètement les réseaux sociaux? Pas nécessairement.
Mais cela signifie que vous devez les utiliser avec intention et ne pas les laisser vous utiliser. Établissez des limites claires, réduisez le temps d'exposition et observez comment ils affectent votre état mental. Demandez-vous s'ils vous apportent réellement quelque chose ou s'ils ne font que consommer votre temps et votre énergie. Votre esprit est votre ressource la plus précieuse. Si vous permettez aux réseaux sociaux de le contrôler, vous remettrez votre capacité de concentration, votre bien-être émotionnel et votre perception de la réalité à un système conçu pour vous garder piégé. La décision de reprendre le contrôle n'appartient qu'à vous. Numéro 5. Éliminez l'autocritique et avancez. Ton pire ennemi n'est pas le monde extérieur, ni les obstacles que tu rencontres, ni les personnes qui te critiquent. C'est cette voix intérieure qui te dit constamment que tu n'es pas assez bon, que tu aurais pu faire plus, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas en toi. L'autocritique excessive est l'une des formes les plus destructrices d'autosabotage. Et si tu ne la contrôles pas, elle deviendra le plus grand obstacle entre toi et la vie que tu désires. Il ne s'agit pas d'ignorer les erreurs ou d'éviter la responsabilité. Évaluer nos actions est essentiel pour s'améliorer. Mais il y a une différence entre apprendre d'une erreur et se torturer mentalement pour chaque échec. L'autocritique extrême ne t'aide pas à grandir. Elle te paralyse, te remplit d'insécurité et te maintient coincé dans un cycle de doute constant. Le problème est que beaucoup de gens confondent l'autocritique avec l'amélioration personnelle. Ils pensent que se punir mentalement les rendra plus forts ou que d'être dur avec eux-mêmes évitera de futures erreurs. En réalité, c'est le contraire qui se produit. Plus tu te punis, plus tu auras peur d'agir. L'esprit commence à associer l'erreur à une souffrance inutile, et au lieu d'apprendre et de continuer à avancer, tu resteras bloqué, évitant les défis par peur d'échouer. Pense à la façon dont tu te parles à toi-même. Si tu fais une erreur, te dis-tu des choses comme « je suis un échec » ou « je ne fais jamais rien de bien » ou analyses-tu la situation objectivement et cherches-tu des solutions? La façon dont tu te parles détermine ta confiance en toi, ta résilience et ta capacité à surmonter les difficultés. Si tu traitais un ami comme tu te traites toi-même, resterait-il à tes côtés? Alors, pourquoi permets-tu à cette voix intérieure de te traiter de manière si cruelle? Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance inutile n'est qu'une perception. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur te tourmente, le problème n'est pas dans la chose elle-même, mais dans l'interprétation que tu en fais. » Il en va de même pour l'autocritique. Ce n'est pas l'erreur qui t'arrête, mais le sens que tu lui donnes. Une erreur peut être vue comme une opportunité d'apprentissage ou comme une preuve que tu ne vaux rien. Le choix t'appartient. La clé pour éliminer l'autocritique n'est pas d'ignorer les erreurs, mais de changer la façon dont tu les interprètes. Au lieu de te dire « je suis un désastre », demande-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Au lieu de répéter « je n'y arriverai jamais », reformule avec « c'est un défi, mais je peux m'améliorer ». Changer ton dialogue interne n'est pas une question de positivisme naïf, mais d'entraîner ton esprit à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Il est également crucial de se rappeler que personne n'est parfait. Faire des erreurs ne te rend pas moins précieux. Si tu regardes la vie de n'importe quelle personne réussie, tu verras qu'elles ont toutes échoué à un moment donné. La différence est qu'elles ne sont pas restées coincées dans la culpabilité. Elles ont appris, ajusté et sont passées à autre chose. Si tu veux avancer, arrête d'être ton propre bourreau. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de t'améliorer constamment. L'autocritique ne te définit pas. Ce que tu fais après, elle le fait. Numéro 6. Change ta perspective et tu changeras ta réalité. Tout ce que tu expérimentes dans la vie passe d'abord par le filtre de ton esprit. Ce n'est pas ce qui se passe qui détermine ton état émotionnel, mais comment tu l'interprètes. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir de manière complètement opposée. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'elles sont. Et voici la clé. Si tu changes ta perspective, tu changeras ta réalité. L'esprit humain est conditionné à chercher des motifs,
à interpréter des événements et à leur donner un sens. Mais ce processus n'est pas toujours objectif. Souvent, tu traînes des croyances qui déforment la façon dont tu vois les choses. Un obstacle peut être vu comme une tragédie ou comme une opportunité de croissance. Un échec peut être interprété comme la fin d'un chemin ou comme le début d'un meilleur. La différence ne réside pas dans la situation, mais dans la manière dont tu décides de la percevoir. Le problème est que la plupart des gens ne remettent pas en question leurs propres interprétations. Ils vivent piégés dans une narration qu'ils ont répétée pendant des années sans se rendre compte qu'ils pourraient la changer. Ils se convainquent que la vie est injuste, que tout est difficile, qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour s'améliorer. Et à la fin, cette perspective devient une prophétie autoréalisatrice. Si tu crois que tu ne peux pas, tu n'essaieras même pas. Si tu supposes que tout est contre toi, tu vivras en résistance constante. Alors, comment changer de perspective? D'abord, remets en question tes pensées. Chaque fois que tu es confronté à un problème, demande-toi: est-ce que je vois toute la situation ou seulement une partie de celle-ci? La plupart du temps, nous nous concentrons uniquement sur le négatif et nous négligeons les opportunités qui existent dans la même expérience. Deuxièmement, observe comment tu réagis face aux défis. Te frustres-tu immédiatement ou cherches-tu des solutions? Une personne qui voit l'échec comme un apprentissage progressera plus rapidement que quelqu'un qui l'interprète comme un signe qu'il n'est pas assez bon. Troisièmement, apprends à reformuler ton langage interne. Au lieu de dire « c'est impossible », essaie « c'est un défi, mais je peux trouver un moyen de le surmonter ». De petits changements dans la façon dont tu te parles à toi-même peuvent faire une grande différence dans la façon dont tu affrontes la vie. Enfin, entoure-toi de personnes et de contenus qui élargissent ta façon de penser. La perspective ne se forme pas seulement avec des expériences personnelles, mais aussi avec ce que tu consommes. Si tu t'entoures de négativité, tu finiras par voir le monde de la même manière. Mais si tu cherches des idées qui défient tes croyances et élargissent ta vision, tu commenceras à voir des possibilités là où avant tu ne voyais que des problèmes. Le monde ne va pas changer pour s'adapter à ton confort. Mais si tu décides de changer la façon dont tu le vois, tu découvriras qu'il y a toujours plus de chemin que tu ne l'imaginais. Tout commence dans ton esprit. Ta perspective est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Si tu apprends à l'utiliser à ton avantage, rien ne pourra t'arrêter. Numéro 7. Découvre le pouvoir que tu as en toi. La plupart des gens passent leur vie à chercher des réponses à l'extérieur. Ils attendent que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire, que les circonstances changent, que le moment parfait pour agir arrive. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout ce dont ils ont besoin est déjà en eux. Il ne s'agit pas de motivation vide ou de belles phrases. Il s'agit d'une vérité que peu acceptent. Tu es plus fort que tu ne le penses, mais tu ne le découvriras que lorsque tu oseras te confronter à toi-même. Dès le moment où nous naissons, la société nous apprend à chercher une validation externe. On nous conditionne à croire que le succès dépend de l'approbation des autres, que le bonheur réside dans ce que nous possédons, que la valeur personnelle se mesure en réalisation et en reconnaissance. Et ainsi, nous nous éloignons de notre véritable essence. Nous nous déconnectons du pouvoir interne qui nous permet de relever n'importe quel défi, de prendre des décisions en toute confiance et de construire la vie que nous voulons. Mais voici la clé. Personne ne te donnera la permission d'être fort. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va éveiller en toi le pouvoir que tu possèdes déjà. C'est quelque chose que seul toi peux faire. Et la première étape est d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et de commencer à regarder à l'intérieur. La force intérieure ne consiste pas à ne pas ressentir de peur, mais à ne pas laisser la peur te contrôler. C'est la capacité de continuer malgré les doutes, d'agir même lorsque tu n'as pas de garantie de succès. Et le plus important, c'est comprendre que tout ce que tu affrontes est une opportunité pour développer cette force. Chaque obstacle, chaque erreur, chaque échec est un entraînement pour devenir plus résistant, plus conscient et plus maître de toi-même.
Le problème est que la plupart des gens ne veulent pas passer par ce processus. Ils préfèrent le confort des excuses, le refuge de la plainte, la sécurité de la médiocrité. Mais ce n'est pas une option si tu veux vraiment découvrir ton pouvoir. Tu dois te défier. Tu dois sortir de ta zone de confort et affronter ce que tu crains le plus. Parce que ce n'est que lorsque tu te mets à l'épreuve que tu découvres de quoi tu es fait. Pense à un moment difficile de ta vie, quelque chose que tu pensais ne pas pouvoir surmonter à l'époque. Mais te voilà en train de lire ceci. Tu l'as surmonté. Et tu le feras encore et encore. Parce que la résilience fait partie de toi, même si tu l'as oublié. N'attends plus. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Prends le contrôle. Agis avec détermination. Et tu verras que le pouvoir que tu as en toi est bien plus grand que ce que tu n'as jamais imaginé. Numéro 8. La visualisation est la première étape vers la réussite. Tout ce qui existe a d'abord été une idée dans l'esprit de quelqu'un. Chaque grande réalisation, chaque progrès, chaque transformation personnelle a commencé par une vision claire de ce que l'on voulait atteindre. La visualisation n'est pas seulement imaginer un avenir idéal, c'est entraîner votre esprit à rendre possible ce qui n'est pas encore arrivé. Le problème est que la plupart des gens utilisent la visualisation contre eux. Ils passent plus de temps à imaginer des échecs qu'à réussir, plus de temps à s'inquiéter de ce qui pourrait mal se passer qu'à planifier ce qui pourrait bien se passer. Sans s'en rendre compte, ils programment leur esprit pour l'échec avant même d'essayer. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Lorsque vous visualisez clairement, vous envoyez des signaux à votre esprit et à votre corps sur ce à quoi ils doivent s'attendre. Les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs les plus prospères et les personnes qui réalisent des changements radicaux dans leur vie ont utilisé cet outil pour entraîner leur subconscient et préparer leur chemin vers le succès. Mais visualiser n'est pas simplement penser à ce que vous voulez. C'est le faire avec détail, avec émotion, avec la certitude que c'est possible. Il ne suffit pas de dire « je veux m'améliorer », vous devez vous voir vous-même ayant déjà réalisé ce changement. Si vous voulez être plus discipliné, imaginez clairement votre routine quotidienne. Ressentez la satisfaction de remplir vos engagements. Vivez mentalement l'effort et la récompense. La visualisation fonctionne parce qu'elle entraîne votre cerveau à accepter le succès comme quelque chose de normal. Si vous vous voyez constamment comme quelqu'un de capable, de fort et de déterminé, votre esprit cherchera des moyens de faire correspondre cette image à la réalité. En revanche, si vous vous voyez comme quelqu'un d'incapable, d'insécurisé ou destiné à l'échec, vous agirez inconsciemment de manière à confirmer cette croyance. La prochaine étape est de lier la visualisation à l'action. Il ne sert à rien d'imaginer un avenir meilleur si vous n'êtes pas prêt à travailler pour lui. La clé est d'utiliser la visualisation comme un renforcement mental pour ensuite prendre des décisions alignées avec cette vision. Si vous vous voyez comme une personne disciplinée, commencez à agir en tant que telle. Si vous vous imaginez atteindre un objectif, faites quelque chose aujourd'hui qui vous rapproche de lui. Faites de la visualisation une habitude quotidienne. Consacrez quelques minutes chaque matin ou avant de vous coucher pour visualiser clairement qui vous voulez être et ce que vous voulez accomplir. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement mental qui renforce vos décisions, votre concentration et votre détermination. Tout ce que vous accomplirez dans la vie dépendra de la façon dont vous entraînez votre esprit. Si vous pouvez le voir clairement, vous pouvez le construire avec action. Numéro 9. Dormez bien si vous voulez être au maximum de vos capacités. Le monde moderne glorifie le sacrifice du sommeil comme s'il était un symbole de discipline et de succès. On nous a vendu l'idée que dormir moins est synonyme de travailler plus, de mieux utiliser le temps, de montrer de l'engagement. Mais la réalité est autre. Se priver de repos ne vous rend pas plus fort, il vous rend plus faible. Si vous voulez vraiment être au maximum de vos capacités, vous devez comprendre que le sommeil n'est pas un luxe, mais un outil fondamental pour la performance physique, mentale et émotionnelle.
Chaque fois que vous décidez de dormir moins pour faire plus, vous sabotez en réalité votre propre progrès. La science le confirme, le manque de sommeil affecte la concentration, la mémoire, l'humeur et la capacité de prendre des décisions. Peu importe combien d'heures vous travaillez, si votre cerveau n'est pas dans son meilleur état. Sans repos adéquat, votre productivité chute, votre énergie s'effondre et votre capacité à résoudre des problèmes s'affaiblit. Le sommeil est le système de récupération naturel du corps. Pendant la nuit, le cerveau traite l'information, consolide les souvenirs et élimine les toxines accumulées pendant la journée. C'est le moment où les cellules se régénèrent, les muscles se réparent et le système immunitaire se renforce. Si vous interrompez ce processus, vous freinez votre croissance à tous les niveaux. Mais le problème n'est pas seulement de dormir peu, mais aussi de mal dormir. Beaucoup de personnes passent des heures au lit, mais leur qualité de sommeil est médiocre. Elles se réveillent fatiguées, sans énergie, sans clarté mentale. Pourquoi ? Parce que le repos profond est affecté par de mauvaises habitudes, l'utilisation excessive d'écran avant de dormir, la consommation de caféine à des heures tardives, l'absence d'une routine nocturne qui indique au corps quand il est temps de se détendre. Si vous voulez être au maximum de vos capacités, vous devez prioriser votre repos. Cela ne signifie pas dormir plus que nécessaire, mais optimiser la qualité du sommeil. Établissez un horaire fixe pour vous coucher et vous réveiller. Évitez l'exposition à la lumière bleue avant de dormir et créez un environnement qui favorise la relaxation. Votre corps et votre esprit vous en remercieront. Le repos n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Il ne sert à rien de vous forcer au maximum si votre esprit est épuisé et que votre corps n'a pas l'énergie pour soutenir votre performance. Bien dormir n'est pas une option, c'est une exigence pour toute personne qui veut atteindre son plein potentiel. Ne vous trompez pas en croyant que dormir moins vous rendra plus productif. La vraie discipline est de prendre soin de votre corps et de lui donner ce dont il a besoin pour être au plus haut niveau. Votre performance dépend de votre repos. Si vous voulez vraiment être fort, concentré et mentalement clair, commencez par respecter votre sommeil. Numéro 10. Ce qui fait mal aujourd'hui te rendra plus fort demain. La douleur est inévitable, mais la façon dont tu la gères définit qui tu es. Tu peux la voir comme une punition injuste ou comme un outil de croissance. La différence entre les personnes qui se renforcent et celles qui se brisent ne réside pas dans ce qui leur arrive, mais dans la façon dont elles l'interprètent et ce qu'elles en font. Ce qui te fait mal aujourd'hui n'est pas la fin, mais l'opportunité de construire la version la plus forte de toi-même. La plupart des gens craignent la douleur. Ils la fuient, l'évitent à tout prix, résistent à l'affronter. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la douleur n'est pas l'ennemi. C'est le professeur le plus impitoyable, mais aussi le plus efficace. Chaque coup, chaque échec, chaque déception contient une leçon qui peut te rendre plus sage, plus résistant et mieux préparé pour ce qui vient. Si tu l'évites, tu te prives de l'opportunité de grandir. Quand tu traverses des moments difficiles, ton esprit essaiera de te convaincre que tu ne peux plus, que renoncer est la meilleure option. Mais voici la clé. La résilience ne se construit pas dans le confort, mais dans l'adversité. Chaque fois que tu affrontes la douleur avec détermination, tu deviens quelqu'un de plus fort. Et la prochaine fois que la vie te frappe, tu seras mieux préparé. Le problème est que beaucoup de gens restent coincés dans la souffrance sans en tirer profit. Ils se victimisent, revivent encore et encore ce qui leur est arrivé sans l'utiliser pour s'améliorer. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de faire semblant qu'elle n'a pas d'importance. Il s'agit de l'accepter, d'apprendre d'elle et ensuite de continuer avec plus de clarté et de force. Pense à n'importe quel accomplissement important de l'histoire. Aucun grand exploit n'a été réalisé sans sacrifice, sans effort, sans moment de doute et de désespoir. Il en va de même pour toi. Chaque difficulté que tu surmontes ajoute une couche de résistance à ton caractère. Si tu apprends à voir la douleur comme un outil de transformation plutôt qu'une malédiction,
tu deviendras inébranlable. Peu importe à quel point le moment que tu vis est difficile. Il ne sera pas éternel, il passera. Et quand tu regarderas en arrière, tu te rendras compte que cette souffrance était nécessaire pour te transformer en quelqu'un de meilleur. Ce qui fait mal aujourd'hui sera la base de ta force demain. Choisis d'affronter la douleur avec courage. Utilise-la comme carburant. Ne laisse pas qu'elle te détruise. Utilise-la pour te construire. Parce qu'à la fin, la douleur est temporaire, mais la force qu'elle te laisse est pour toujours. Le silence est l'une des réponses les plus puissantes que vous pouvez donner, surtout après un rejet. Lorsque vous faites face à ceux qui ont décidé de ne pas vous valoriser, réagir avec silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une déclaration de force, de contrôle et d'auto-évaluation. Dans un monde où tout le monde cherche à avoir le dernier mot, votre calme et votre absence de réaction deviennent un langage que peu comprennent, mais que tous ressentent. Il n'est pas nécessaire de crier ou d'expliquer pour démontrer votre valeur. Le silence oblige les autres à écouter ce qu'ils ont cessé de percevoir pendant que vous étiez présent. Il les laisse avec le poids de leurs décisions et les confronte au vide qu'ils ont créé. C'est alors que le regret, la remise en question et le doute commencent à leur parler plus fort que tout argument que vous auriez pu donner. Ce silence n'est ni vide ni indifférent. C'est une manifestation de votre croissance personnelle. Il parle de quelqu'un qui a compris sa valeur et qui n'a pas besoin de validation externe pour avancer. Il parle de quelqu'un qui choisit sa paix au-dessus de la confrontation. Au final, le véritable pouvoir n'est pas toujours dans les mots, mais dans la capacité de les garder quand c'est nécessaire. Principe 1. Fais en sorte que ton calme et ton silence parlent plus fort que leurs mots. Quand quelqu'un te rejette ou te méprise, la réaction la plus courante est généralement de te défendre, de te justifier ou même d'attaquer. C'est presque un instinct humain de vouloir avoir le dernier mot, de prouver que tu ne méritais pas ce traitement et que tu es plus fort qu'il ne le pense. Mais la véritable force ne réside pas dans la façon dont tu réponds avec des mots, mais dans la façon dont tu choisis de ne pas répondre. Ton calme et ton silence ont un poids qu'aucun cri ni argument ne peuvent égaler. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi ». En gardant le silence, en ne te rabaissant pas à leur niveau, tu leur montres que leurs actions ou leurs mots n'ont pas de pouvoir sur toi. C'est dans ce calme que tu trouves ta véritable force. Parce que le silence n'est pas vide, c'est présence. C'est le reflet d'une âme qui s'est trouvée elle-même et qui n'a pas besoin du bruit des autres pour se valider. Dans la vie, beaucoup de personnes parleront de toi, te critiqueront ou te rejetteront sans raison apparente. Il se peut qu'ils essaient de te provoquer pour que tu perdes ton sang-froid et que tu finisses par montrer une image de toi que tu ne souhaites pas. C'est ici que ton silence devient ta plus grande arme. Non pas parce que tu cherches à punir, mais parce que tu choisis de ne pas alimenter un conflit qui ne vaut pas ton énergie. Ton calme est ta déclaration de force, et ton silence, ta déclaration de courage. Quand tu ne réagis pas, quand tu ne te défends pas avec des mots vides, l'écho de ton silence résonne chez ceux qui t'ont rejeté. Soudain, ce qu'ils ont dit perd de sa force parce que tu ne le reconnais pas et ne l'amplifies pas. Tu laisses leurs mots mourir dans leur propre bruit. Et que leur reste-t-il? Le vide. Un vide inconfortable où ils doivent faire face à leurs propres actions. Mais le silence n'affecte pas seulement ceux qui t'ont rejeté. Il te transforme aussi. Il t'apprend à écouter ta voix intérieure, à grandir dans ton propre espace et à te renforcer de l'intérieur. Parce qu'en choisissant de ne pas répondre, tu t'éloignes du conflit externe et tu te concentres sur ce qui compte vraiment, toi-même. Tu apprends à ne pas chercher la validation chez ceux qui n'ont pas su t'apprécier et à comprendre que leur rejet ne définit pas ta valeur. Le silence n'est pas passivité, c'est une décision consciente de t'élever. C'est comme l'eau qui coule tranquillement, mais qui a la force de transformer des paysages entiers avec le temps. Ton calme transmet un message clair. Tu ne t'es pas brisé, tu ne t'es pas courbé. Tu es plus fort qu'il ne l'imagine, et tu n'as pas besoin de le dire à haute voix pour qu'il le sache. Le rejet est un test.
C'est une opportunité de montrer qui tu es vraiment. Si tu réponds avec des cris ou de la colère, tu perds la bataille contre toi-même. Si tu réagis avec silence, tu gagnes. Non pas parce que tu es en compétition, mais parce que tu as décidé que ta paix est plus précieuse que n'importe quelle dispute. Ils espéraient que tu perdrais le contrôle, mais tu as choisi de le garder. À un moment donné, ceux qui t'ont rejeté ressentiront le poids de ton absence. Ils commenceront à remarquer ce que ta présence signifiait et comment ton silence a laissé un espace impossible à combler. Parce que le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est un rappel constant de ce qui a été perdu. C'est alors que le regret arrive, quand ils commencent à remettre en question leurs propres décisions. Ton silence est une forme d'amour de soi. C'est la preuve que tu te valorises suffisamment pour ne pas t'épuiser dans des batailles qui ne méritent pas ton énergie. C'est le signe que tu as grandi, que tu n'as plus besoin que les autres te reconnaissent, parce que tu sais qui tu es. Et quand tu connais ta valeur, le bruit des autres cesse d'avoir de l'importance. Rappelle-toi ceci, ton calme et ton silence sont le témoignage de ta force intérieure. Ne te précipite pas pour répondre ou pour expliquer. Ne t'épuise pas à essayer de convaincre ceux qui n'ont pas su te voir. Laisse ton silence parler pour toi. Parce que, parfois, le plus grand impact n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de taire. Principe 2. Garde ton silence et laisse-les affronter le vide qu'ils ont laissé. Le rejet est comme un écho. Leurs paroles résonnent et se propagent jusqu'à ce qu'elles trouvent le silence. C'est dans ce silence que les gens affrontent ce qu'ils ont laissé derrière eux. Non pas parce que tu le leur rappelles, mais parce que leur propre vide commence à leur parler. Ton silence n'est pas une absence, c'est une présence subtile mais puissante qui les oblige à affronter les conséquences de leurs actes. Quand quelqu'un te rejette, il suppose que tu réagiras, que tu chercheras des réponses, que tu exigeras des explications ou que tu imploreras leur attention. Mais quand tu choisis de garder le silence, tu brises cette attente, tu les laisses seuls avec l'écho de leurs décisions. Soudain, le bruit qu'ils ont créé perd de sa force et tout ce qui reste est le vide. Un vide qui, bien qu'invisible, pèse plus que n'importe quelle réponse que tu aurais pu donner. Épictète, un grand maître stoïcien, affirmait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. » Ceux qui t'ont rejeté s'attendaient à te voir affecté, pensaient que leur décision aurait le pouvoir de te définir. Mais ton silence change la narration. Tu leur montres que ce qu'ils ont fait n'a pas le pouvoir qu'ils croyaient, parce que tu ne l'amplifies pas et ne l'interprètes pas comme une perte. Tu les laisses avec le poids de leur propre interprétation, avec le malaise de savoir qu'ils ont peut-être commis une erreur. Le vide n'est pas seulement ce qu'ils ont laissé, c'est aussi ce qu'ils découvrent. Ils découvrent ce que signifiait ta présence, ce que tu apportais à leur vie et ce qu'ils ont choisi de laisser derrière eux. Parce que quand quelqu'un fait face au silence qui reste après ton départ, il est obligé de réfléchir à ce qu'il a perdu. Il n'est pas nécessaire que tu le lui dises, le vide parle de lui-même. Tes actions, ou dans ce cas ton absence de réaction, créent une leçon plus claire que n'importe quel argument. Cependant, ce silence ne doit pas être confondu avec le ressentiment. Tu ne te tais pas parce que tu veux punir. Tu te tais parce que tu as décidé de privilégier ta paix. C'est un silence noble, plein de force et d'estime de soi. Au lieu de te lancer dans un jeu de mots, tu choisis de garder ta dignité intacte. Parce que quand quelqu'un choisit de ne pas te valoriser, il ne mérite pas le luxe d'une explication, de ton énergie ou de ton temps. Pense-y. Les mots sont éphémères, mais le silence est éternel. Leur décision de te rejeter reste en suspens dans l'air, mais elle n'a pas besoin de réponse pour avoir du poids. Pendant que tu avances, pendant que tu grandis en silence, ils restent coincés dans l'écho de leur propre choix. Ils commencent à se poser des questions. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Ce que j'ai dit n'était-il pas important? Et si j'ai fait une erreur? Ces questions, silencieuses mais perçantes, sont plus puissantes que n'importe quelle confrontation. Ton silence est aussi une preuve de ta croissance personnelle. Au lieu de chercher à guérir cette blessure avec des mots ou des actions impulsives, tu laisses la situation parler d'elle-même.
Cela ne te renforce pas seulement, mais cela t'apprend à faire confiance au temps et à toi-même. Parce que pendant qu'ils affrontent le vide, tu utilises cet espace pour te reconstruire, pour grandir et pour te concentrer sur ce qui mérite vraiment ton attention. Dans le stoïcisme, apprendre à ne pas réagir est un signe de véritable force. C'est la capacité de voir le conflit sans s'y impliquer, d'observer sans être emporté par les émotions. Ton silence n'est pas de la passivité. C'est un choix conscient de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Et cela, pour ceux qui t'ont rejeté, est déconcertant. Parce qu'ils attendaient du chaos, mais ils ont trouvé la tranquillité. Ils attendaient du bruit, mais ils ont trouvé le vide. Enfin, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas responsable du vide qu'ils ont laissé, mais ils sont responsables de l'affronter. Garde ton silence, non pas par fierté ou par vengeance, mais parce que tu as compris que tu n'as pas besoin de remplir cet espace avec des mots. La leçon est dans ce que tu ne dis pas, dans ce que tu leur permets de découvrir par eux-mêmes. Et pendant qu'ils affrontent ce vide, tu avances, en paix, et avec une force qui n'a pas besoin d'être expliquée. Principe 3. Quand tu gardes le silence, ils découvrent ce qu'ils ont vraiment perdu. Le silence a une manière puissante de révéler des vérités. Sans bruit, sans explication, ton absence commence à occuper un espace qui passait auparavant inaperçu. Quand tu décides de te taire et de simplement suivre ton chemin, les gens commencent à découvrir lentement ce que tu signifiais dans leur vie. Non pas parce que tu le leur dis, mais parce que le silence leur laisse de l'espace pour réfléchir. En choisissant de ne rien dire, ton silence devient un miroir. Chaque geste, chaque moment partagé et chaque valeur que tu as apportée commencent à se faire sentir en ton absence. Ce qui semblait autrefois habituel ou garanti prend soudainement de l'importance, parce que c'est ainsi que nous sommes, nous les êtres humains. Nous ne remarquons la valeur de quelque chose que lorsqu'elle cesse d'être présente. Tu n'as pas besoin de le rappeler ou de le souligner. Ton silence fait tout le travail. Épictète, l'un des piliers du stoïcisme, disait « La vie ne consiste pas à trouver des coupables, mais à comprendre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. » Et voici la clé. Ton silence n'est pas une punition, c'est simplement un choix conscient de ne pas nourrir des situations qui ne méritent pas ton énergie. En laissant l'espace vide, tu permets à ceux qui t'entourent de faire face à la réalité par eux-mêmes. Ils découvrent, par contraste, tout ce que tu apportais sans que tu aies à le dire. Cet espace, que tu remplissais auparavant avec tes mots, ton attention et ta présence, commence à se faire sentir. Le confort de t'avoir là disparaît et tout ce que tu donnais devient évident. Non pas parce que tu le revendiques, mais parce que ton silence les oblige à le regarder en face. C'est une leçon silencieuse mais profonde. Il te valorise quand tu n'es plus là. Cependant, le silence ne doit pas être confondu avec l'orgueil ou le ressentiment. Il ne s'agit pas de manipuler ou de chercher une réaction, mais de comprendre qu'il est parfois préférable de se retirer et de laisser les actions parler plus que les mots. Ton calme et ton silence sont des signes que tu as appris à valoriser ta propre présence. Tu te reconnais comme quelqu'un qui mérite d'être vu et apprécié, mais qui n'a pas besoin d'insister pour que cela se produise. En gardant le silence, tu ne fuis pas et tu ne laisses rien d'inachevé. Tu démontres que tu n'as pas besoin de combler chaque vide avec des mots, parce qu'à la fin, les mots peuvent être ignorés, mal interprétés ou débattus. Mais le silence ne ment pas. Il est impossible à ignorer. C'est un rappel clair et direct de ce qui était autrefois, de ce que tu apportais et de ce qui reste quand tu décides de partir. Ce principe t'enseigne que tout ne doit pas être expliqué, défendu ou clarifié. Parfois, le plus grand impact est généré par ton absence de réaction. Pendant que tu continues à avancer, à te renforcer et à cultiver ton chemin, les autres commencent à remarquer ton absence et à ressentir l'espace que tu occupais. Et dans ce silence, ils découvrent ce qu'ils ont vraiment perdu. Principe 4. Le pouvoir du silence grandit pendant qu'ils ressentent le regret. Le silence, loin d'être vide,
est plein de possibilités. En choisissant de te taire et de te concentrer sur ta croissance, tu permets aux autres de faire face, seuls, aux conséquences de leurs actes. Le regret ne naît pas des mots que tu prononces, mais du poids de ton absence et de la transformation que tu accomplis en silence. Pendant que tu grandis, ils se retrouvent face au reflet de ce qu'ils ont laissé partir. Quand quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur ou décide de te mépriser, la réaction la plus tentante est de réagir. Te défendre, expliquer ta position ou même leur montrer ce qu'ils perdent semble naturel. Mais qu'obtiendrais-tu? Les mots tombent souvent dans des oreilles sourdes et se perdent dans le bruit. Le silence, en revanche, est impossible à ignorer. C'est une déclaration ferme que tu n'es pas prêt à mendier la reconnaissance ni à justifier ta valeur. En ne réagissant pas, tu te donnes l'opportunité de te retirer dignement et de commencer à grandir dans ton propre espace. Le véritable pouvoir surgit lorsque tu concentres toute ton énergie sur toi-même. Pendant qu'ils restent coincés dans leurs propres décisions, tu avances, tu construis et tu transformes ce qui semblait être une perte en un triomphe personnel. Chaque moment où tu travailles en silence est un investissement dans ta croissance. Ton calme les déconcerte, mais ton évolution les impacte. Non pas parce que tu cherches à te venger, mais parce que ta transformation leur révèle ce qu'ils ont laissé passer. L'absence a un poids que personne ne peut ignorer. Chaque espace vide que tu remplissais commence à parler de lui-même. Tes mots n'étaient pas nécessaires parce que ta présence disait tout. Et maintenant, dans ton silence, c'est encore plus évident. Soudainement, ce que tu faisais pour eux, ce que tu apportais et ce que tu signifiais prend une valeur impossible à cacher. Tu n'as pas besoin de le signaler. Le temps et ton absence s'en chargeront. Pendant ce temps, tu continues d'avancer. C'est le plus grand acte de force, ne pas t'arrêter sur ce qui a été, mais te concentrer sur ce que tu peux devenir. Utilise ce silence comme un outil pour te construire. Ne te contente pas de survivre, renouvelle-toi. Trouve de nouveaux objectifs, renforce tes valeurs et travaille à devenir quelqu'un qui inspire le respect, non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il accomplit en silence. Le regret n'est pas provoqué par toi. Il est provoqué par leur propre réflexion. C'est là qu'ils comprennent ce que tu signifiais vraiment. Mais cela ne te concerne plus. Le plus grand triomphe est de grandir à tel point que leur regret devient sans importance pour toi. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils ressentent, mais la paix que tu trouves sur ton propre chemin. Pendant que tu travailles en silence, pendant que tu grandis et avances, ton évolution devient ta meilleure réponse. Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit, car tes réalisations, ton calme et ta transformation parleront pour toi. Le silence ne cherche pas à punir, il cherche à libérer. Il te libère du besoin de prouver, d'expliquer, de chercher des réponses chez les autres. Et pendant que tu grandis, ils ressentiront inévitablement le vide de ce qui n'est plus là. Principe 5. Tu n'as pas besoin de mots. Ton calme montre ta véritable force. La véritable force ne s'exprime pas toujours par le bruit ou la confrontation. Parfois, c'est le silence et la maîtrise de soi qui révèlent qui tu es vraiment. Quand tu choisis de ne pas réagir et que tu laisses ta sérénité être ta réponse, tu démontres un pouvoir que peu de gens parviennent à maîtriser. C'est la force de quelqu'un qui n'a pas besoin de crier, de se justifier ou de chercher l'approbation des autres. Dans un monde habitué aux réponses impulsives, aux discussions constantes et au besoin d'avoir toujours le dernier mot, ton calme désarme. Il est déconcertant pour ceux qui s'attendent à te voir chanceler. Tu ne te laisses pas entraîner dans leur jeu. Tu n'entres pas dans une bataille de mots qui ne t'apportera jamais rien. Rester ferme, immuable et en paix devient une déclaration plus puissante que n'importe quel discours. Cela ne signifie pas que tu n'as pas d'émotions, mais que tu as la capacité de les gouverner. La maîtrise de soi est le signe de quelqu'un qui comprend sa valeur et qui sait quelle bataille mérite son énergie. En ne répondant pas, tu montres que tu as le contrôle de toi-même en envoyant un message clair. Tes réactions ne dépendent pas des autres, mais de toi. Le stoïcisme nous enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font,
ou disent, mais tu peux décider comment tu agis. En restant calme, tu choisis ta paix, tu choisis ton propre bien-être au-dessus de toute provocation. La personne forte n'est pas celle qui répond par des cris, mais celle qui répond par sa présence, même sans mots. C'est dans ces moments de silence que les autres commencent à réfléchir. Ce qu'ils ont essayé de provoquer perd de sa force et finit par les confronter à eux-mêmes. L'absence de réaction de ta part devient un miroir où ils se voient clairement. Ce n'est pas quelque chose que tu fais pour eux, mais pour toi. C'est ta façon de dire que tu as choisi la dignité plutôt que le chaos et l'ordre plutôt que le bruit. Le calme, au lieu d'être passivité, est une démonstration de confiance en soi. Celui qui n'a pas besoin de répondre montre tout, que sa valeur ne vacille pas, qu'il ne dépend pas du jugement des autres et qu'il a le pouvoir de marcher en paix malgré les tempêtes. C'est un acte de respect envers toi-même. C'est la preuve que tu as l'équilibre nécessaire pour te soutenir, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Alors que d'autres gaspillent de l'énergie en paroles inutiles, tu la réserves pour construire quelque chose de plus précieux, ta propre force. Tu grandis dans cet espace où tu choisis de ne pas réagir, où chaque instant est consacré à ton progrès personnel. Et quand tu te concentres sur toi-même, sans distraction, ce que tu accomplis finit par parler plus fort que n'importe quelle réponse que tu aurais pu donner. À la fin, tu n'as pas toujours besoin d'expliquer qui tu es ou de prouver ta valeur. Ton calme, ta façon d'agir et ta décision de maintenir la dignité sont suffisants. La force se démontre dans la maîtrise de soi, dans le pouvoir de ne pas se laisser emporter et dans la connaissance que ce qui compte vraiment, c'est ton propre chemin. Principe 6. Ton calme n'est pas un vide, c'est le reflet de leur erreur. Quand tu décides de ne pas réagir, tu ne montres pas d'indifférence ou un manque de caractère. Au contraire, tu laisses ta tranquillité être la scène où les actions des autres se révèlent pour ce qu'elles sont. Ton calme, en réalité, n'est ni silence ni absence, mais un espace où leur erreur devient visible, inévitable et impossible à ignorer. Souvent, les gens ne remarquent pas leurs propres actes jusqu'à ce qu'ils se voient reflétés dans le calme de l'autre. Quand tu choisis de ne pas discuter, de ne pas te justifier ou de ne pas tomber dans des explications inutiles, tu laisses un vide. Et dans ce vide, leurs décisions et paroles commencent à résonner. Il n'est pas nécessaire que tu pointes leur erreur, car le poids de leurs actions se manifeste seul. Ce n'est ni vengeance, ni orgueil. C'est simplement un choix conscient de ne pas assumer des responsabilités qui ne te reviennent pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir ce qu'il ne veut pas accepter, mais tu peux créer un espace où les conséquences de ses actes lui parlent plus clairement que tout argument. Le calme est cet espace, un reflet silencieux de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils n'ont peut-être pas su apprécier. Les enseignements stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons contrôler que les autres, seulement nos propres réponses. Ne pas réagir au chaos des autres est une preuve de force intérieure. C'est choisir de rester ferme dans ton propre centre, sans que les actions des autres t'entraînent. Ton équilibre est un rappel involontaire de leur déséquilibre. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, car leur erreur est exposée dans la différence entre ton calme et leur bruit. Il est curieux de voir comment, sur le moment, beaucoup ne perçoivent pas l'ampleur de ce qu'ils font. Ils agissent impulsivement, sans mesurer les conséquences. Mais lorsqu'ils n'obtiennent pas la réaction attendue, lorsque leur action rencontre ton calme au lieu de ta résistance, ils commencent à entendre l'écho de leur propre comportement. C'est là qu'ils commencent à remarquer ce qu'ils ont fait, non pas parce que tu le leur rappelles, mais parce que ton calme les oblige à y faire face. Pendant qu'ils réfléchissent à ce qui s'est passé, tu avances. Ta paix n'est pas passive, c'est une forme de protection et en même temps de construction. Au lieu de dépenser ton énergie dans un conflit inutile, tu la concentres sur ta croissance, sur ton renforcement et sur le maintien de ta dignité intacte. À la fin, leur erreur reste coincée dans l'espace que tu décides de ne pas remplir. Il est facile de réagir, de céder à l'impulsion de répondre ou de se défendre.
Mais la véritable force réside dans le fait de se maîtriser soi-même, de comprendre que tu n'as pas besoin de crier pour que ta vérité soit entendue. Ton calme parle pour toi. C'est le reflet de ton autocontrôle et de ta décision consciente de ne pas laisser les actions des autres définir ton équilibre. Laisse leurs propres actes leur enseigner ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Il ne t'appartient pas de le signaler, de l'expliquer ou de le justifier. Ta tranquillité suffit à ce que leurs erreurs se révèlent d'elles-mêmes, parce qu'au fond, quand le bruit cesse, c'est le contraste entre ton calme et leur attitude qui reste gravé dans leurs esprits. Et là, sans dire un mot, tu leur permets de voir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont perdu. Principe 7. Le calme ne punit pas, mais oblige à affronter la vérité. Parfois, il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour que la vérité émerge. Le calme, cette absence de bruit et de justification, ne cherche à punir personne, mais a l'incroyable capacité de révéler ce qui se passe réellement. Lorsque tu choisis de garder ton sang-froid, tu obliges les autres à affronter les conséquences de leurs actes, non pas parce que tu les affrontes toi-même, mais parce que la vérité se révèle d'elle-même dans ton silence. Dans un monde où tout le monde court pour se défendre ou attaquer, choisir de ne pas réagir a un effet surprenant. Les gens s'attendent à des cris, des réponses ou des confrontations. Lorsque cela n'arrive pas, le poids de la situation retombe sur eux. Ils sont contraints de faire face à ce qu'ils ont fait ou dit. Et à ce moment-là, la vérité se présente dans toute sa crudité. Non pas parce que tu la leur jettes au visage, mais parce que ton calme laisse l'espace pour qu'ils la découvrent eux-mêmes. Ceux qui agissent mal, que ce soit par impulsion, ego ou manque de considération, s'arrêtent rarement pour penser aux conséquences immédiates de leurs actes. Leurs paroles et actions n'ont de véritable sens que lorsqu'elles trouvent une réponse ou un écho. Cependant, lorsque ce qu'ils reçoivent est ton calme, le bruit qu'ils ont créé reste sans réponse, et cela les oblige à se confronter à eux-mêmes. Ce n'est pas ta voix qui les poursuit, mais leur propre conscience. Garder le contrôle de soi est un acte de sagesse. En choisissant de ne pas réagir immédiatement, tu deviens un observateur de la situation, pas sa victime. Tu ne punis pas, tu laisses la vérité se manifester. Les gens, tôt ou tard, voient leurs erreurs lorsque l'impulsion initiale s'éteint et tout ce qui reste est la réalité de leurs actions. Tu n'as pas besoin de porter la responsabilité de pointer ce qu'ils ont fait de mal. Ton rôle n'est pas celui de juge ou de bourreau. En gardant ta paix, tu permets à la vérité de faire son travail sans aucune intervention. Ce processus peut être inconfortable pour ceux qui t'entourent, car le vide que tu laisses les confronte à leur propre comportement. Ils n'ont pas besoin que tu leur dises ce qui a mal tourné. Ils le verront par eux-mêmes dans le reflet de ton calme. Pendant qu'ils affrontent la vérité, tu grandis. Ta sérénité n'est pas seulement un acte de respect envers toi-même, mais aussi une déclaration de ta force. Choisir de ne pas réagir te place dans une position de pouvoir silencieux. Au lieu de céder ton énergie à des situations qui ne le méritent pas, tu la concentres sur toi-même, sur ta paix et sur ta croissance. Ce principe ne vise pas à provoquer de remords ni à prouver quoi que ce soit. Il s'agit de savoir que ta véritable force réside dans ta capacité à rester ferme, sans avoir besoin de te battre ou de convaincre. La vérité, tôt ou tard, se révèle toujours. Et pendant qu'elle le fait, ton calme reste ta meilleure réponse, car il montre que tu ne te définis pas par le chaos des autres, mais par la tranquillité que tu as cultivée en toi. Principe 8. Celui qui n'a pas apprécié ta présence souffre en ton absence. Souvent, les gens commencent seulement à remarquer ce que quelqu'un signifiait pour eux lorsque cette présence n'est plus. Celui qui n'a pas su apprécier tes actes, tes paroles ou l'espace que tu occupais, tôt ou tard, ressentira le vide que tu as laissé. Ton absence devient un rappel silencieux de tout ce que tu as donné et de tout ce qu'ils ont perdu en ne sachant pas l'apprécier. Il est facile de sous-estimer ce qui est constant, ce qui est présent. La plupart des gens ne mesurent pas ce qu'ils ont tant qu'ils l'ont, parce qu'ils supposent que cela sera toujours là. Lorsque quelqu'un ne t'apprécie pas,
Il n'est généralement pas conscient de ce que ta présence apportait, tes gestes, ton soutien et la façon dont tu occupais une place importante dans sa vie. Cependant, en partant, tout ce qui semblait invisible commence à se faire remarquer. C'est alors que ton absence pèse plus que ta présence. Tu n'as pas besoin de prouver ce que tu es, ni de pointer du doigt ce qu'ils ont fait. Ton départ suffit. Lorsque quelqu'un ne sait pas t'apprécier, il n'est pas nécessaire de discuter ou de chercher à ce qu'il comprenne. Le temps et ton absence parlent plus clairement que toute explication. En partant, tu permets à la réalité de se révéler d'elle-même. Ils commencent seuls à remarquer l'impact de ce qui n'est plus là. Cette leçon n'est pas une question d'orgueil, ni d'imposer de la souffrance. Il s'agit de comprendre que tu mérites d'être dans des endroits où tu es vraiment apprécié. Rester dans un endroit où ton valeur n'est pas reconnue ne fait que t'épuiser. En partant, tu ne te libères pas seulement toi-même, mais tu permets à l'autre personne de faire face aux conséquences de ne pas t'avoir vu comme tu le méritais. Dans ce vide, tout ce que tu apportais devient visible. Le confort de ta présence, le soutien inconditionnel ou les petites choses que tu faisais sans rien attendre en retour commencent à prendre forme. L'absence rend tangible tout ce qui était pris pour acquis. Tu n'as pas besoin de le souligner ou de le rappeler. Le contraste entre ta présence et ton départ le rend clair. Celui qui ne t'a pas apprécié souffre parce qu'il comprend maintenant, même si c'est tard, ce qu'il avait. Mais pour toi, ce processus est un acte de croissance. En t'éloignant, tu te réaffirmes dans ta valeur et dans ta décision de ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Tu apprends à ne pas forcer ta présence dans des endroits où elle n'est pas appréciée. Et cette leçon, bien que dure, te renforce. Tu deviens quelqu'un qui sait quand partir, non pas par faiblesse, mais par respect pour toi-même. L'absence n'est pas une vengeance. C'est une conséquence. Celui qui n'a pas su te voir, qui n'a pas compris ce que tu avais à offrir, fait maintenant face à ce qui reste sans toi. Alors qu'il lutte avec ce vide, tu avances. Tu te renforces, tu grandis, et tu t'entoures de personnes qui savent voir ta véritable valeur. N'aie pas peur de partir quand on ne t'apprécie pas, parce que ton absence ne punit pas, mais elle enseigne. C'est un rappel que tu mérites beaucoup plus, et que ceux qui n'ont pas su t'apprécier seront ceux qui ressentiront le plus le poids de ce qu'ils ont laissé partir. Principe 9. Tais-toi et observe comment ton absence les consume. L'absence a un pouvoir transformateur qui est rarement immédiat, mais toujours percutant. Lorsque tu choisis de t'éloigner sans bruit, sans confrontation et sans explication, tu ouvres la voie à une réflexion inévitable chez ceux qui n'ont pas su t'apprécier. Ton départ ne cherche pas à blesser, mais son impact se ressent comme une ombre persistante qui les oblige à regarder ce qu'ils ont perdu. Se taire ne signifie pas indifférence ni résignation. C'est un acte de maturité, un geste qui démontre que tu n'as pas besoin de justifier tes décisions, ni de chercher à ce que les autres comprennent ton point de vue. La véritable force réside dans le fait de savoir quand garder tes paroles et laisser les faits parler d'eux-mêmes. Ceux qui t'ont rejeté ou qui ne t'ont pas apprécié commenceront à ressentir, lentement mais inévitablement, le vide de ton absence. Alors que tu avances et te concentres sur ta propre croissance, ils font face à l'écho de ce qu'ils ont laissé partir. Au début, ils peuvent ne même pas le remarquer, mais avec le temps, ton absence devient une présence constante dans leurs esprits. C'est la façon dont les gens traitent ce qu'ils ont perdu, pas immédiatement, mais au fur et à mesure que les petits détails qu'ils tenaient pour acquis commencent à disparaître de leur vie. Tu n'as pas besoin de réagir, ni de chercher leur repentir. Il suffit simplement de t'éloigner et de te taire. Le silence combiné à ton absence crée un vide qu'ils ne peuvent pas combler avec des mots, ni avec des explications. Soudain, tout ce qui était auparavant routinier ou commun prend un sens qu'ils ne comprenaient pas quand tu étais présent. Cette absence devient un rappel constant de tes actions, de tes gestes et de ton essence. Observer comment ton départ les affecte ne doit pas être une source de fierté, mais une leçon pour toi-même.
Cela t'enseigne que tu n'as pas besoin d'imposer ta valeur, ni d'insister pour être reconnu. Celui qui n'a pas su te voir pendant que tu étais présent devra faire face à la vérité de son erreur sans que tu aies à la souligner. Le poids de cette absence est plus éloquent que n'importe quel mot que tu aurais pu dire. Pendant qu'ils gèrent leur vide, tu continues d'avancer. Tu te renforces, tu te reconstruis et tu continues ton chemin sans regarder en arrière. Cet acte d'avancer n'est pas pour qu'ils te regrettent, mais pour te prouver à toi-même que ta vie ne dépend de personne d'autre. L'accent doit être mis sur ta croissance, pas sur leur repentir. À la fin, ceux qui n'ont pas apprécié ta présence verront comment leur monde devient plus froid sans toi. Mais pour toi, le plus important n'est pas leur réaction, mais ce que tu découvres dans le processus, que tu es suffisant, que tu n'as pas besoin de mendier ni de te battre pour attirer l'attention, et que ton véritable pouvoir réside dans le fait d'avancer avec dignité. Tais-toi, observe et continue ton chemin, parce que ton absence ne punit pas, mais enseigne. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont piégés dans une cage invisible, esclaves de leurs émotions, de l'opinion des autres, d'impulsions qui les entraînent sans contrôle. Ils se noient dans leur propre esprit, réagissant à tout comme s'ils étaient des marionnettes de leur environnement. Et le pire, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais tu n'es pas ici pour être une de ces victimes. Tu n'es pas ici pour continuer à vivre avec un esprit faible, fragile, à la merci de ce qui se passe autour de toi. Tu es ici parce que tu veux quelque chose de plus, un esprit imperturbable, une volonté que personne ne peut plier et une force mentale si solide que même le pire des coups ne peut te briser. Et non, ce n'est pas quelque chose que tu peux désirer et obtenir de nulle part. Ce n'est pas un cadeau ni une compétence avec laquelle on naît. Cela se construit. C'est forgé dans le feu de l'autocontrôle, de la discipline et de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment tenir ton esprit, comment cesser d'être une feuille emportée par le vent et devenir quelqu'un qui reste ferme au milieu de la tempête. Je vais te montrer comment développer une force mentale inébranlable, comment te libérer du poids des jugements des autres et comment transformer chaque coup de la vie en carburant pour devenir plus fort. Si tu veux du respect, si tu veux contrôler ta vie, si tu veux la paix mentale, tu as d'abord besoin d'une chose, te maîtriser toi-même. Et c'est exactement ce que nous allons faire ici. 1. La douleur est un ciseau. Utilise-le pour sculpter ta meilleure version. La vie est un sculpteur impitoyable. Elle ne demande pas si tu es prêt. Elle ne te prévient pas avant de frapper. Elle n'a aucune pitié. Elle saisit son ciseau et, sans hésiter, commence à te sculpter à coups de marteau. Si tu es fragile, tu te briseras en morceaux. Si tu es fort, chaque impact te rendra plus solide, plus défini, plus indestructible. Mais la plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils voient la douleur comme une punition, comme quelque chose d'injuste, comme une raison d'abandonner. Ils se lamentent lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent, cherchent à blâmer quelqu'un, cherchent des excuses pour ne pas avancer. Oui, c'est leur erreur, parce que la douleur n'est pas ton ennemi. La douleur est l'outil qui peut te transformer en ta meilleure version, si tu sais comment l'utiliser. Regarde n'importe quelle œuvre d'art sculptée dans le marbre. Elle n'est pas née sous cette forme. Avant d'être quelque chose d'admirable, c'était juste un bloc sans but, une pierre ordinaire. C'est le coup de ciseau qui a révélé la sculpture qui était à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne la douleur. Chaque blessure, chaque trahison, chaque échec est un coup de ciseau. C'est à toi de décider si ces coups te détruisent ou te sculptent. Le problème est que la plupart des gens passent leur vie à fuir la douleur. Ils évitent l'inconfort, cherchent des attaques, essaient de vivre sans risque. Ils pensent que s'ils s'éloignent de tout ce qui fait mal, ils seront heureux. Mais ce qu'ils obtiennent vraiment, c'est de devenir faibles, parce que le jour où la vie les frappe inévitablement, ils ne savent pas comment réagir. Ils n'ont jamais entraîné leur résistance. Ils n'ont jamais appris à supporter le poids de l'adversité. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils n'évitaient pas la douleur, ils l'utilisaient, ils la transformaient en sagesse, en résistance, en pouvoir.
Il savait que la souffrance ne peut être évitée, mais qu'elle peut être exploitée. Chaque coup a deux chemins. Il te brise ou te renforce. Chaque trahison peut te rendre plus sage ou plus rancunier. Chaque obstacle peut te rendre plus fort ou peut te détruire. La différence ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu décides de l'affronter. Il ne s'agit pas de chercher la douleur pour le simple fait de souffrir. Il s'agit de comprendre que chaque coup est une opportunité pour affiner ton caractère, pour forger ton temple, pour devenir quelque chose de plus grand. Le ciseau continuera à frapper. Seuls ceux qui résistent deviennent quelque chose d'indestructible. 2. Cultivez le silence intérieur pour trouver la clarté. Le bruit externe est l'ennemi silencieux d'un esprit fort. Nous vivons à une époque où le silence est un luxe et la distraction est la norme. Des centaines de voix, des kilomètres d'opinions, un torrent ininterrompu de stimuli qui vous bombarde dès que vous vous réveillez. Si vous ne contrôlez pas ce qui entre dans votre esprit, vous finirez comme la majorité, confus, anxieux et esclaves de tout ce chaos. La plupart des gens n'ont pas leur propre pensée. Ils ne sont que l'écho de ce qu'ils voient sur les réseaux, de ce qu'ils entendent aux nouvelles, de ce que quelqu'un d'autre leur a dit être vrai. Ils n'ont jamais expérimenté la clarté parce que leur esprit est noyé dans un bruit constant, et dans cette confusion, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Le silence intérieur ne consiste pas seulement à éteindre la musique ou à s'éloigner du tumulte. Il s'agit de vous déconnecter du bruit mental, de devenir maître de vos pensées au lieu d'en être la victime. Lorsque vous maîtrisez votre espace intérieur, votre esprit cesse d'être un champ de bataille et devient une arme affûtée. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. La clarté ne naît pas du bruit, mais du calme. Vous ne pouvez pas prendre des décisions avec précision si votre tête est pleine de déchets. Vous ne pouvez pas voir la réalité telle qu'elle est si vous êtes contaminé par des distractions sans importance. Le silence intérieur est l'outil qui sépare ceux qui réagissent de ceux qui dominent. Comment y parvenir? Commencez par affronter le silence sans peur. Éteignez le téléphone. Restez seul avec vos pensées. Au début, ce sera inconfortable. Vous verrez que votre esprit cherche à s'accrocher à n'importe quelle distraction parce qu'il ne sait pas rester immobile. Ce malaise est la preuve de combien de contrôle a été perdu. Mais si vous résistez, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à entendre clairement. Pas les voix extérieures, mais la vôtre. Vous apprenez à distinguer quelles pensées méritent votre attention et lesquelles sont du bruit sans sens. Votre esprit cesse d'être un puits d'anxiété et devient un phare de direction. Lorsque vous cultivez le silence intérieur, vous ne vous noyez plus dans les trivialités, vous n'agissez plus par impulsion, vous ne vous perdez plus dans le chaos. Vous devenez quelqu'un qui voit le monde avec des yeux éveillés, qui pense avec précision et qui agit avec intention. La différence entre un leader et un suiveur, entre quelqu'un de fort et quelqu'un qui s'effondre, réside dans leur relation avec le silence. Alors que d'autres crient désespérément dans la tempête, vous marchez calmement, parce que vous avez appris à trouver la véritable force là où elle a toujours été, en vous. 3. Fais de ton esprit un refuge, pas un champ de bataille. Ton esprit est le seul endroit que personne ne peut toucher, le seul territoire qui t'appartient entièrement. Pourtant, beaucoup ont abandonné ce territoire, le laissant devenir un champ de bataille où les pensées destructrices règnent sans contrôle. La plupart des gens vivent pris au piège dans une tempête mentale. Leurs peurs les paralysent, leurs insécurités les consument, et leurs pensées les attaquent sans relâche. Ils ne trouvent pas la paix parce qu'ils ne l'ont pas construite en eux-mêmes. Ils essaient de fuir, se noyant dans les distractions, cherchant une validation externe ou évitant la confrontation avec leur propre bruit intérieur. Mais la vérité est la suivante. Si ton esprit est un enfer, peu importe où tu vas, le tourment te suivra. Les stoïciens comprenaient que la véritable force ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans le gouvernement de soi-même. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité vient de l'intérieur, pas de l'extérieur ». Peu importe combien le monde est chaotique, celui qui a construit un refuge dans son esprit ne sera jamais emporté par la tempête.
Le problème est que la plupart n'ont pas appris à apprivoiser leur propre esprit. Ils l'ont laissé devenir un terrain sauvage, rempli de pensées toxiques, de doutes et de peurs incontrôlées. Ils ont permis que leur esprit devienne leur bourreau, alors qu'il devrait être leur forteresse. Un esprit incontrôlé est un ennemi implacable. Si tu acceptes sans questionner chaque critique, chaque insécurité, chaque pensée destructrice, tu remets les clés de ta propre prison. Les faibles permettent à leur esprit de les contrôler. Les forts le dominent. Pour faire de ton esprit un refuge, tu dois prendre le contrôle absolu de ce que tu permets d'y entrer. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, ni de vivre dans une illusion. Il s'agit d'imposer de l'ordre. Ne laisse pas le bruit extérieur devenir du bruit intérieur. Apprends à filtrer ce qui est bénéfique et à éliminer ce qui ne fait que détruire. Quand le passé te tourmente, rappelle-toi qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. Quand l'avenir te pèse, comprends que l'anxiété n'est que l'ombre de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Élimine les distractions inutiles, réduis le bruit mental et renforce ta capacité de concentration. Fais de ton esprit un lieu impénétrable où il n'y a de place que pour ce qui compte vraiment. Ne laisse pas ton esprit devenir un champ de bataille où tu te détruis toi-même. Renforce-le, entraîne-le. Transforme ton esprit en un temple de discipline, de concentration et de clarté. Parce que lorsque ton esprit est ton refuge, le monde peut s'embraser autour de toi et tu resteras ferme. Construis ta forteresse mentale, où le chaos te détruira de l'intérieur. 4. Pratique l'acceptation active plutôt que de résister à l'inévitable. Le monde ne te doit rien. Il se moque de ce que tu espères, de ce que tu désires ou de ce que tu considères comme juste. La réalité est ce qu'elle est, pas ce que tu aimerais qu'elle soit. Et la résistance à cette vérité est la source de la frustration, de l'anxiété et de la faiblesse. Regarde autour de toi. Les gens s'épuisent à se plaindre de ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils pleurent pour ce qui n'a pas tourné comme ils le voulaient. Ils se mettent en colère parce que la vie ne suit pas leur scénario. Ils sombrent dans la misère parce qu'ils pensent que les choses devraient être différentes. Mais la vie ne négocie pas avec les illusions. La réalité suit son cours sans demander la permission. Les stoïciens l'ont compris mieux que quiconque. Tu souffres plus de ta résistance aux faits que des faits eux-mêmes. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas contrôler le futur, et beaucoup de ce qui se passe est hors de ta portée. Alors, quel est le sens de lutter contre l'inévitable? Ne confonds pas l'acceptation avec la reddition. Cela ne signifie pas être passif ou abandonné. Cela signifie regarder la réalité en face, sans filtre, sans excuses, sans faux espoirs. Accepter ce qui est te permet d'agir avec clarté, sans le nuage du victimisme ou la paralysie de la peur. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu le veux, demande-toi, est-ce quelque chose que je peux changer? Si la réponse est oui, fais-le sans perdre de temps à te lamenter. Si la réponse est non, alors laisse tomber et avance. Le contraire revient à creuser ta propre tombe mentale, à te rendre prisonnier d'une guerre que tu ne gagneras jamais. Beaucoup de gens s'accrochent à leur souffrance parce qu'elle leur donne une identité. Ils pensent que leur douleur est spéciale.